Bonjour, bonjour à tous. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver ce matin dans le cadre de votre programme quotidien Horizon Midi sur Horizon 3 Télévision. C'est un plaisir. Ensemble, on va décrypter l'actualité camerounaise marquée par le lancement hier des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Mais elles sont très nombreuses, les femmes au Cameroun qui se font violentes et sur le plan psychologique et surtout sur le plan physique avec les décès qui ne s'estompent pas. Beaucoup de femmes meurent sous les coups de leurs époux dans notre société. Comment éradiquer le phénomène? Que peuvent les autorités face à cette situation qui est perdue sur le terrain? Le gouvernement dit vouloir stopper la saignée. Que peuvent les autorités? On fera le point sur le sujet en thématique centrale ce matin. Nous parlerons aussi de ce qui s'apparente à un bruit diplomatique entre le Cameroun et la République centrafricaine après la mort d'un camionneur camerounais décédé à la frontière Cameroun-RCA. Les informations sur le sujet font état de ce qu'il aurait été tué par les éléments de l'armée russe présents sur le sol centrafricain. Le ministre camerounais des Relations extérieures, le jeune Bela Bela, a été dépêché sur le terrain. Il a rencontré il y a de cela quelques jours Faustin Archange Touadéra, le président centrafricain. Quelle est la situation sur le terrain alors que les Camerounais annoncent une grève générale pour revenir sur la question? On vous dira plus à l'entame de cette émission. Nous parlerons aussi de la République démocratique du Congo avec le débat qui a cours au sein de la classe politique relatif à la modification de la Constitution. L'ancien président Joseph Kabila Kabange fait partie d'une plateforme de l'opposition qui se dit vent debout et redoute cette modification qui, dit-elle, veut permettre à Félix Tshisekedi de rester au pouvoir après ses 2 mandats. Comment interpréter cette situation qui fait l'actualité à RDC? On vous dira plus sur la question dans la partie étrangère, à la partie de l'actualité à l'international dans cette émission. Et on sortira avec la 3e fête de la banane plantain consacrée ce matin à la page spéciale. On vous dira plus sur les dernières informations sur ce festival qui se profile à l'horizon. Il est prévu au mois de décembre prochain. Voilà le menu de votre programme Horizon Midi de ce mardi. Merci, mesdames et messieurs, à vous d'être là. Installez-vous confortablement. Horizon Midi, nous sommes le mardi 26 novembre 2024. Mesdames et messieurs, ça fait un plaisir de vous retrouver ce matin. Toute la grosse équipe de production qui nous accompagne, Nicolas Abesoro, Steven Goulou, merci à eux. Nos chroniqueurs sont également bien installés avec quelques petites modifications ce matin. Julien Arcel Job et réussi son grand retour ce mardi. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Jordan, bonjour Yvan Amélie, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs camerounais et ceux d'ailleurs qui nous regardent ce matin. Je ne vais pas déroger à la règle. Oui. Vous savez bien que je salue les populations de Sanaga-Maritime et celles de Ndom en particulier, et surtout celles de mon village, petit village qu'on appelle Ikolon, une merveille sur terre, un paradis sur terre, perdu quelque part, où je vous invite d'ailleurs. Il faudra y faire un tour à Noël. Hein. Il fait bon vivre là-bas. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien Arcel-Job, en rappelant à nos téléspectateurs que vous n'étiez pas là sur le plateau jeudi et vendredi, des obligations très intéressantes. Vous étiez sur le terrain pour le lancement d'un festival très intéressant à Pouma, dans le département de la Sanaga-Maritime. Oui, Jordan, ça c'est vrai, vous faites bien revenir là-dessus. C'est un festival. On en a parlé hier. Vous en avez parlé, et qui a lieu en ce moment sur ma terre natale, et si on peut le dire ainsi. Mais c'est plus pour ce rendez-vous culturel. Oui. Ce grand rendez-vous culturel. Le Mboklia, on a pu voir en même temps sur le même site des chefs traditionnels, des gardiens de la tradition qui sont les Bambok sur les Bassa, et même des Lamido. Vous savez très bien que les Bassa ont une origine quelque part qui se rencontre avec les Tikars et autres. Et donc, la présence des Lamido à cette cérémonie n'était pas un fait anodin, ce n'était pas quelque chose de hasardeux. Il faut dire qu'on avait l'obligation de couvrir ce festival. C'est dans ce sens-là que j'ai pu m'y rendre personnellement pour essayer d'apporter du mien à cette initiative qui consiste ou qui vise à unir les peuples Bassa Batimpo. Oui, les peuples Bassa Batimpo qui sont réunis. Qui doivent en principe emboîter le pas aux autres, parce qu'il y a des communautés au Cameroun très soudées, très unies, comme les Fumban, tout à fait, ou alors les Bameke, tout à fait. Ça, c'est même quand on les prend séparément, mais
peuple bamèké est très soudé, très uni. Je pense que si les autres peuples suivent l'exemple, le Cameroun a plus de chances de vite se développer. Et c'est d'ailleurs l'une des choses évoquées dans l'ouvrage pour le libéralisme communautaire de Camara Libé. Il estime qu'on doit se servir de nos communautés pour se projeter dans un développement plus global. En tout cas, merci à vous, Julien Saint-Job, d'être sur le plateau. Yvan Ameni, bonjour et bienvenue à vous sur le plateau d'Horizon Midi ce matin. Bonjour, Jordan Fomekon, bonjour également à Julien Axel Job. C'est une première pour moi de partager ce plateau d'Horizon Midi. Oui, avec Julien Axel Job. Oui. En même temps, à la fois, c'est une particularité. En fait. Vous savez, lorsque nous sommes aux côtés des aînés, on apprend. Oui. Et également, surtout que ce n'est pas sur le plateau qu'on se connaît. Il fait partie également de mes mentors dans le métier que nous avons embrassé il y a quelques années. Donc c'est une première pour moi d'affronter mon mentor dans des analyses en fait. Oui, vous n'allez pas vous laisser écraser. Non, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Yvan ne se laisse jamais écraser. Ne vous inquiétez pas. Vous savez qu'il a beaucoup de fans dans la radio, c'est pas quelqu'un qui se laisse écraser facilement. D'accord, super, merci beaucoup. Je commence par vous, Yvan Ameni, vous savez les différents faits et l'actualité. Il y a beaucoup de papiers sur ma table ce matin. On a beaucoup à dire. Qu'est-ce qui vous marque au Cameroun ces dernières heures? Votre sujet d'actualité ce matin, c'est lequel? En fait, ce matin, moi, je reviens sur l'actualité relative avec les nominations dans certaines formations hospitalières du Cameroun. Intervenu hier, décision du président de la République, Paul Biya. Gynéco-obstétrique également de Yaoundé. Mais ce qui nous inquiète, c'est les profils en fait. Il n'y a réellement pas eu de changement. On a tendance à croire qu'en fait, c'est les mêmes visages qu'on a repris pour continuer dans la même veine en fait. Vous prenez un directeur général qui était à l'hôpital central, on le retire à l'hôpital central, on le prend, on le reprend, on le met au CHU. Pour le Camerounais lambda, il n'y a réellement pas de changement. Et au niveau du CHU, c'est encore plus compliqué parce que le directeur général qui était là avant, il n'a même pas fait un an complet. Directement, on le change, on met une nouvelle personne. Vraiment, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. On reviendra toujours pour présenter sur la table les mêmes conséquences, les mêmes causes. Donc pour nous, ce n'est pas des nominations qui apportent un grand bien aux populations camerounaises. Merci Yvan Ameni. Les changements qui selon vous n'apportent pas un grand bien à l'hôpital, aux hôpitaux camerounais. Mais on a quand même vu cette modification assez visible. Je crois le directeur de l'hôpital à Quintini de Douala a été remplacé et il est désormais le directeur de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. Lorsque vous êtes à l'hôpital à Quintini de Douala et vous questionnez le mandat du docteur Noël, on vous dit c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Selon vous, est-ce que c'était une bonne décision de le retirer à l'hôpital à Quintini pour l'envoyer ici à Yaoundé, Julien Saint-Job? C'est vrai que vous posez la question sous un autre prisme. Oui. Ça pourrait d'ailleurs commander mon intervention, mais permettez-moi de revenir sur l'observation de Yvan Ameni. La modification. Modification, je pense même que c'est des petites mutations. C'est même le thème exact, une sorte de réaménagement à la tête des hôpitaux, non de simples mutations, ceux qui permutent, comme on le dit. Je rappelle d'ailleurs que la cantine est encore sans directeur, à moins qu'on en ait nommé un récemment. En enlevant l'autre, on n'a pas nommé à la place. Voilà. Donc, s'il est connu qu'il a essayé de travailler, il a essayé de faire de son mieux. Oui. Donc c'est connu à l'hôpital à Quintini. C'est que c'est connu. Il faut la modestie de dire qu'il a aménagé certaines choses. Il a essayé d'apporter certains changements, même si également sa période, il n'a pas manqué d'avoir quelques scandales. On ne reviendra pas là-dessus. Mais quelle est l'opportunité d'enlever de quelque part quelqu'un qui essaie d'impulser une dynamique, qui essaie encore d'impulser, parce que le résultat n'est pas là, le résultat final n'est pas là, qui est encore à la phase d'implémentation. Qu'on l'enlève là pour l'envoyer ailleurs. C'est comme si au Cameroun, tout est fait pour que rien ne change. Une fois qu'on identifie votre profil comme un profil de quelqu'un qui peut impulser un changement, on vous consécute tout de suite. Ou alors, on a des actions à demi-mesure. Vous amorcez le changement, et comme il n'est pas dans l'intérêt de ceux qui nous gouvernent, que vous allez jusqu'au bout, on vous envoie ailleurs, où vous pourrez également amorcer un autre changement, et vous interrompre net quand vous êtes sur l'implémentation de ce changement-là. Non. Et puis, il y a cette mauvaise manière de gouverner le Cameroun, des mutations, permutations. Non, c'est pas bon, Jordan. À un moment donné, lorsqu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, je ne trouve pas l'intérêt de vous enlever, par exemple, l'hôpital gynéco, vous envoyer à l'hôpital général ou à l'hôpital central. Non, ça n'a pas d'efficacité. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. On doit pouvoir vous virer et chercher un nouveau technocrate. D'accord. Quand on vous enlève de quelque part, on estime que vous avez eu des manquements. C'est le principe même des affectations ou des changements. Quand il y a des manquements, on cherche un leader plus efficace qui comprend les réalités du moment,
Parce que vous n'êtes pas toujours inefficace parce que vous ne travaillez pas. Oui. Vous l'êtes parce que vous ne pas mauvais les réels. Tout à fait. C'est ce que j'essaie de dire. Alors, on cherche le meilleur profil et on procède à un remplacement, un grand remplacement, un vrai remplacement. On cherche quelqu'un de beaucoup plus adapté au contexte que vous. Toujours pas peut-être plus compétent, mais mieux adapté. Pour finalement aller au bout de ce que recherche le peuple camerounais. Jordan, ces mutations n'étaient déjà pas urgentes. C'est vrai, on me dira que la discrétion du président de la République, c'est lui qui sait pourquoi il a fait, que je comprends très bien, mais ce n'est pas parce qu'on est président de la République qu'on ne peut pas opérer de mauvais choix. L'idée des mutations, que ce soit au gouvernement, on passe par le réaménagement gouvernemental, où les ministres se permutent des postes ministériels sans aucun réel changement, qu'on voit déjà la politique aller jusqu'au niveau des hôpitaux, ce qui est d'ailleurs inquiétant, Jordan, c'est une très mauvaise méthode, c'est une très mauvaise pratique en matière de gouvernement, en matière de gouvernance. D'accord. Qu'est-ce que vous aurez suggéré? Mais un balayage pur et simple, en optant pour une génération beaucoup plus adaptée aux réalités du contexte camerounais. Génération, ça veut dire quoi? Des jeunes? Je ne parle pas forcément de jeunes, mais des personnes en phase avec ce que nous vivons concrètement. J'ai l'impression que les gens sont en phase. Mais s'ils étaient en phase, Jordan, est-ce qu'ils exigeraient à chaque fois dans les hôpitaux pour une prise en charge l'argent comme élément déclencheur? Non. Oui, mais il faut des gens qui soient capables de penser des politiques sociales pour que ce verrou-là soit levé. On sait combien de personnes sont décédées, Jordan, parce qu'il fallait trouver de l'argent avant la prise en charge. Il faut des personnes qui comprennent ces réalités des Camerounais et qui sachent, qui soient capables de penser les politiques qui vont dans le sens de régler ce problème. Parce que c'est le problème majeur de la santé actuellement au Cameroun. La prise en charge des premiers soins. Pour vous relancer, oui. Un hôpital doit également faire des bénéfices. Ce n'est pas faux. Mais c'est avant toute chose un lieu social. Oui. Un service social. Un hôpital. Ne l'oubliez jamais. Reçoit. L'hôpital est plus commercial que commercial. Plus social que commercial. Nous sommes d'accord, je veux dire, c'est job. Un hôpital reçoit des médicaments. Il a une pharmacie, il est censé vendre ses médicaments. Tout à fait. Pas les distribuer. Lorsqu'il y a un directeur d'hôpital et il y a des patients qui viennent chaque jour, vraiment on n'a pas d'argent. Il y a certains hôpitaux qui ont pris en charge les patients. Et on se rend compte après que ce sont des personnes qui socialement ne sont pas affaiblies. Mais elles disent après, ces personnes-là, nous on ne paye pas, on a déjà été soignés. On les maintient à l'hôpital pendant un peu de temps, question pour l'hôpital de tout faire pour qu'elles payent, mais elles ne payent pas. Et après, on est obligé de les libérer. On le fait 5 ans, 6 ans. Mais après, il faut bien que l'hôpital se fasse de l'argent. C'est ce que disent ces médecins-là. Oui. Est-ce qu'ils doivent payer le prix du système global de santé qui est quasiment défectueux sur le plan social? La question est mal posée par eux. Ils posent mal eux-mêmes la question. Oui. Est-ce qu'ils doivent payer le prix de quoi? Non, ils doivent impulser le changement à partir de là où ils sont. Ils font comment? Maintenant, je reviens avec des solutions concrètes. C'est ça que je vous parle. Jordan, quand je vous parle de nommer des responsables au poste en tenant compte des réalités sociales, politiques et culturelles actuellement au Cameroun, quand je reviens sur le détail important qui est sur la prise en charge pour les soins de première nécessité, les premiers soins, qui d'ailleurs constituent l'une des principales causes des décès dans nos hôpitaux, vous comprenez l'urgence de repenser un système adéquat. Maintenant, il faut savoir qu'il n'y a pas plus jaloux de sa santé qu'un riche ou quelqu'un qui est aisé. Une personne qui peut se soigner n'hésite pas un seul instant à se faire soigner. C'est des personnes qui ont énormément peur de la mort. Nous autres, si la mort me prend là maintenant, la seule chose qui me soucie réellement, qui me fait peur, c'est mes pauvres petits enfants qui vont rester. Mais ça ne dépendait que de moi, franchement. Vivre dans ce Cameroun ou mourir, la différence c'est laquelle? Ah bon? Bon, c'est bien de vivre. La différence c'est laquelle? Oui, maintenant, je reviens à votre question. Il y a de très belles plages au Cameroun. Lorsque vous êtes dans votre village, vous respirez de l'air frais. C'est le seul moment où j'ai l'impression d'ailleurs que je vis. Du matango, c'est bien. C'est le seul moment où j'ai l'impression que je vis. Quand je vous invite à visiter Ikolon, je suis très sérieux. Quand venez visiter Ikolon, c'est le seul moment où j'ai l'impression que je vis. Pendant les fêtes, ça c'est mon fils dans la profession. Iran Ameni qui est en face, que j'encadre depuis même son école. Il a une habitude qui va vous renseigner à ce fils sur ce que je suis en train de décrire là, et de même de décrire. Chaque décembre, il trouve toujours une pirouette. Oui, pour partir en famille. Mais c'est normal. Depuis que je l'encadre. On sort bien de quelque part. Ce décembre qui arrive, il a commencé à envoyer des messages subliminaux. Quelque part, par des gens pour savoir si les mêmes dispositifs seront mis en place. Vous vous rendez donc compte que le seul moment où on a l'impression qu'on vit au Cameroun, c'est quand on est dans ces derniers retranchements. Et ce n'est pas bien, Jordan. La vie devrait être la même au Cameroun, partout où on se trouve. Et pour revenir à la solution des hôpitaux, Jordan, toute personne ayant des aptitudes managériales nécessaires
pour diriger un hôpital penserait des politiques pour justement combler ce type de trou. Une politique purement sociale dans les hôpitaux. Et donc, il faudrait aller chercher un fonds spécial pour ça, ce qui n'est pas le plus dur. Faire financer un fonds spécial de prise d'urgence de certains cas n'est pas la chose la plus facile. Il faut avoir de bons accords avec l'OMS, les organismes internationaux, des communes étrangères et tout le reste. Ce n'est pas ça qui serait le plus difficile à faire financer. Mais le penser, c'est ce qui dépasse justement nos fonctionnaires qu'on nomme à la tête des hôpitaux et qui n'ont qu'une aptitude managériale, qui restent dans ce statu quo-là et où on pense qu'il suffit seulement de les permuter pour avoir de sang nouveau ou une nouvelle politique à la tête des hôpitaux. Non, ça ne marche pas. Il faut des managers à la tête des hôpitaux. Monsieur Kingsley So, nommé directeur de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Tout à fait. Monsieur Djenchir Vincent, directeur du centre hospitalier de Yaoundé, centre hospitalier universitaire, le CHU. Monsieur Somba Noël, ancien directeur de l'hôpital à Quintini. Elle a été nommé directeur de l'hôpital général de Yaoundé. Voilà, mais pour terminer sur la question avec vous, Julien Sedjo va commencer par expliquer justement que ces nominations fondamentalement ne servent pas à grand chose, alors qu'on sait qu'ils sont nombreux les Camerounais qui réclament toujours de l'argent dans les hôpitaux avant de les prendre en charge. Et il faut mettre sur pied un système social intéressant pour ces quelques Camerounais. Alors vous, quelle serait finalement la meilleure solution? Les autorités disent ne pas avoir d'argent pour initier un système de santé un peu plus efficace. On voit tous ce que fait en tout cas le gouvernement par rapport à la CSU, la couverture dite santé universelle. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de là? Ce qu'il faut faire, c'est d'abord de résoudre les problèmes basiques. Oui. Aujourd'hui, le basique est que très peu de Camerounais aujourd'hui parviennent à aller dans les pharmacies pour s'acheter des médicaments. Or, la solution elle est simple. Le gouvernement camerounais peut subventionner l'achat des médicaments en pharmacie. C'est possible. Le gouvernement camerounais a les moyens pour cela. Lorsque vous arrivez à l'hôpital, on vous dit la facture de vos médicaments, c'est 30 000 par exemple. Et on vous dit qu'en fait, le gouvernement camerounais prend sur lui 25% de l'achat de vos médicaments. Je vous assure que cette stratégie permettra également aux Camerounais de les encourager davantage à fréquenter les pharmacies. Mais aujourd'hui, la pharmacie est réservée aux Camerounais de la grande classe. Parce qu'il y a également un autre revers entre les Camerounais d'en bas et les Camerounais d'en haut. Il y a un grand écart. Et l'écart est faussé en fait. Parce qu'aujourd'hui, pour aller dans un hôpital au Cameroun, il vous faut de l'argent. Lorsque vous arrivez à l'hôpital, on oublie même que vous êtes dans un centre hospitalier. On vous demande d'abord de l'argent. C'est ce que le gouvernement camerounais doit faire. Et cette nomination, il fait partie des Camerounais qui pensent que ça ne nous apportera pas grand-chose. Oui. Parce que oui, de manière globale, on va dire, précédemment dans telle formation sanitaire, ces hôpitaux ont également eu ces responsables de ces hôpitaux ont également eu à travailler. Mais sauf qu'à côté, ils ont également été au cœur de grands scandales. Ce n'est pas parce qu'on a été au cœur d'un scandale à l'hôpital à Quintini qu'on reviendra maintenant cette fois-ci au CHU que tout va changer. Donc nous pensons qu'en fait, on doit revenir sur les questions basiques. Les questions basiques aujourd'hui, très peu de Camerounais ont les moyens pour aller à la pharmacie pour s'acheter les médicaments. La solution, elle est simple. Le gouvernement camerounais doit subventionner. Si aujourd'hui on accompagne les cacaoculteurs, pourquoi on ne peut pas aussi accompagner le secteur médical? Oui, justement, on accompagne les cacaoculteurs aujourd'hui. On les accompagne. Pourquoi le gouvernement camerounais ne peut pas aussi prendre un peu de milliards pour se dire qu'en fait, il faut subventionner l'achat des médicaments au Cameroun? C'est possible. Mais est-ce que ce qu'on voit par exemple avec la lutte contre le VIH-Sida, ce n'est pas assez suffisant? Est-ce que le gouvernement camerounais peut aller au-delà de ça? Il faut d'abord savoir que la couverture santé universelle, telle qu'elle est présentée au Cameroun, il n'y a rien qui est inédit à l'intérieur. On a toujours soigné le paludisme gratuitement. Oui, le VIH-Sida, les rétroviraux également. Oui, donc, nous sommes d'accord. Maintenant, venir avec la couverture santé universelle et dire que le gouvernement camerounais fait des efforts et autres, il n'y a aucun effort qui est fait. C'est des choses qui se faisaient déjà depuis. Maintenant, on a besoin des réformes inédites. Oui. Des réformes inédites, par exemple. On parle de chèque santé, c'est-à-dire il y a une panier, il parle de panier de soins à travers lesquels voilà, vous avez droit à certains soins lorsque vous êtes malade dans les formations hospitalières. Ils vont amener. Je vous ai dit qu'il y a un hôpital. Il y a une carte de CSU. Je vous ai dit qu'il y a un hôpital de district qui est à pied de la poste centrale. Oui. Allez là-bas, actuellement, on va vous dire qu'il n'y a pas de pédiatres. C'est un hôpital de district. Et c'est à 0 pas de la poste centrale de Yaoundé. C'est une réalité, c'est un fait. Ce sont les problèmes basiques. Voilà ce qu'on doit résoudre dans les hôpitaux aujourd'hui. Oui. Vous allez à l'hôpital, on vous dit le pédiatre ne reçoit pas aujourd'hui, il reçoit jeudi, il reçoit le dimanche. Or, il y a des professionnels de santé
qui doivent être à profusion dans les formations hospitalières. Parce que lorsque vous avez un enfant, à tout moment, l'enfant peut tomber malade. Et les Camerounais ne doivent pas éprouver des difficultés à aller se faire soigner, également à aller faire soigner leur progéniture. Vous allez dans tel hôpital de district, il n'y a pas de pédiatre. Vous avez un enfant qui a moins d'1 an. Est-ce que c'est évident? D'accord. Avec tout ce stress-là, voilà les problèmes qu'il faut résoudre. Oui. Et non nous servir des mutations qui, malheureusement, de manière globale, ne vont pas apporter un grand bien en ce qui concerne la santé des Camerounais. Il y a quand même des personnes qui parfois sont nommées à des postes de responsabilité et grâce à leur expérience apportent des choses nouvelles dans les formations Il y a hospitalières. les ministres qu'on a nommés, ça fait 5 ans aujourd'hui. Oui. Quel est le résultat sur le terrain? Mais à ceux qu'on a nommés, il faut aussi un peu de résultat. Il va me dire, la nomination, hein, je ne suis pas ami d'un ministre parce que je vais dire des choses qui vont vous faire croire que je suis ami de quelqu'un. La nomination de lui pour le Botazé a débouché sur le comptage physique des agents de l'État. Aujourd'hui, on voit la radiation des fonctionnaires en collaboration avec le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lee. On espère peut-être que monsieur le professeur Noël pourra implémenter ce qu'il a fait à la Quintini, à l'hôpital général de Yaoundé. On attend de voir. Je lance votre sujet d'actualité de ce matin. Ben, Jordan, comme d'habitude, c'est un fait de société. Oui, oui. Après avoir traité ce fait d'actualité, on traite un fait de société. Oui. Alors, enfin, je ne sais pas. Vous nous avez manqué sur le plateau. Je ne sais pas ce que les femmes veulent, Jordan. Je ne sais pas. Une jeune femme Vous commencez très mal là. qui m'aborde, elle me dit, j'ai un problème. Je suis sûr qu'elle a un problème, un vrai problème. Elle me dit non. Il vous arrive de traiter de ces sujets sur la toile là. Je veux que vous traitiez mon sujet aussi. J'ai dit, il s'agit de quoi? Elle me dit que elle va de partenaire en partenaire parce qu'elle s'est rendue compte qu'une fois qu'elle est avec un homme et que les choses se sont passées, quelque temps après, le comportement de l'homme n'est plus le même. C'est-à-dire, il change toujours. Au bout d'une année, il commence à la considérer comme un acquis et qu'elle a besoin de sensations fortes. Elle a besoin d'un romantisme. Elle a besoin de construire quelque chose qui maintienne la flamme en vie, comme au premier jour. Et du coup, comme elle n'arrive pas à trouver la même chose, le même comportement chez les hommes, après une année de relation ou deux, elle est obligée chaque fois de chercher une nouvelle relation pour toujours rester dans le sensationnel du début, l'émotion du début, l'adrénaline du début. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce que c'est un problème général aux hommes? Est-ce que c'est un problème qui suit un cycle logique de la vie? Est-ce que c'est elle qui est finalement le problème? Voilà une question qu'elle me pose, à laquelle j'ai une réponse bien assez précise. Mais comme je sais que vous avez besoin de modérer le plateau, ben, voilà la situation de ce matin. Donc, en français facile, tous les hommes qu'elle a connus se lassent bien après. Non! Change de comportement, ne sont plus aussi romantiques qu'au premier jour. Or, ce qu'elle veut, c'est le romantisme du premier au dernier jour de sa vie. Oui. Voilà son problème. Est-ce que je vais vous donner la parole à Yvan Ameni. Il faut qu'on comprenne. Mais voilà son problème. Qu'est-ce qu'elle met dans le romantisme? C'est-à-dire, lorsqu'on la courtisait, voilà. On l'invitait au restaurant. On l'invitait au restaurant. On marchait un peu. On marchait partout. Et elle veut que... On faisait des voyages. Même lorsqu'elle a déjà eu à la relation. Elle a dit oui. 6 mois ça après. Même quand 6 mois après, un an après, 2 ans après, elle veut les mêmes éléments pour maintenir son cœur en éveil. Ah d'accord. C'est comme ça qu'elle est programmée. Son cœur n'est plus en éveil. Une fois qu'elle n'est pas ainsi dans ce système-là, elle perd ses repères et elle est obligée de chercher une nouvelle relation pour la replonger dans ça et que ça commence à être répétitif. Du coup, c'est elle qui quitte les relations. Oui, en fait, c'est elle qui quitte les relations parce qu'elle ne retrouve plus la flamme du premier jour. Le cœur n'est plus en éveil. Le cœur n'est plus en éveil et elle se cherche ailleurs. Après, elle retombe dans le même. Voilà donc le vrai résumé. Merci. Bon, il va revenir. Je ne pose pas de questions. Hein. Que pensez-vous de cette affaire? En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines femmes d'aujourd'hui sont très exigeantes. Oui, ça, c'est très compliqué. Il n'y a pas un amour sur terre, qu'on soit au Cameroun, qu'on soit en France, où le premier jour, où vous constatez un certain romantisme et que sur le long terme, le même romantisme soit permanent, en fait. C'est impossible. Puisque même la société, même en elle-même, ne vous encourage pas aujourd'hui à être romantique sur le long terme. Oui. Nous sommes dans un pays où la majorité de la population est d'abord frustrée, en fait. Donc, mais oui, bien sûr. C'est-à-dire, la majorité de la population a des problèmes primaires. D'ailleurs, c'est vrai le matin, ils ne savent même pas ce qu'ils vont manger. Vous voyez le matin, il y a telle route qui est mauvaise. Vous voyez le matin, il y a telle taxe. Il y a telle taxe qui est annoncée. Oui, vous voyez le matin. Mais où est le rapport avec le romantisme? Pour revenir en fait, pour vous dire que le romantisme qu'elle réclame, émotionnellement, l'homme là ne peut pas lui offrir ce romantisme en fait. Parce que lui subit tellement de pression sociale en fait. C'est une vérité, Jordan, il faut
Vous êtes dans un pays où vous réveillez, on vous annonce tel chantier qui dure depuis 30 ans. C'est facile d'écouter toutes ces pressions sociales et être romantique de manière permanente. Non, c'est impossible. C'est impossible, c'est pas possible. Ce qu'elle doit savoir, c'est que dans la vie, on façonne son homme à sa manière. D'accord. Elle doit faire avec. Elle doit s'adapter au rythme de l'homme. Oui. Moi, j'aime toujours à le dire. Il y a les jours c'est bien, il y a les jours c'est mauvais. Moi, j'aime toujours à le dire. Lorsqu'on est avec une femme, c'est la femme qui suit la direction de l'homme. D'accord. Si une femme n'est pas habile à suivre votre direction, vous vous séparez d'elle tout simplement. Ce n'est pas la femme qui doit dire à l'homme ce que l'homme doit faire. D'accord. L'homme est le chef de famille Oui. et ce mot n'est pas un vain mot. C'est lui qui doit instituer la norme à suivre. Mais elle a justement... Parce que maintenant, ce qu'elle réclame, c'est un peu de trop. Elle a justement été dans des relations où suivre le chemin des hommes, ça l'a dépassé. Et elle a décidé à chaque fois de les quitter. Sauf qu'aujourd'hui, elle est un peu dépassée parce que voilà, elle quitte les hommes chaque année, voilà, et ça ne change pas. Qu'est-ce que vous lui dites? Vous lui donnez quoi? Ce qu'elle doit savoir, c'est qu'en amour, d'abord, il faut être patient. Ah, la patience, c'est une vertu Oui. dans la relation, en fait. Parce que vous allez voir, elle va vous dire qu'elle a été en couple parfois avec certains hommes et peut-être 2 mois ou encore 3 mois après, la relation est terminée. On se contemple également de ce qu'on voit, de ce qu'on possède dans la relation, en fait. Vous pouvez avoir votre petite amie, mais ce n'est que peut-être 2 fois ou 3 fois par mois que vous parvenez parfois à faire certaines sorties et autres. Oui. Parce que la société camerounaise, en elle-même, ça ne vous encourage pas, ça ne vous permet même pas. Il n'y a pas de cinéma au Cameroun. Il y a même le cinéma, mais si vous avez le temps, peut-être à 14 ans, il y a le travail et tout ça, il n'y a même pas le temps et autres. Oui. C'est compliqué, en fait. D'ailleurs, on doit savoir qu'en fait, on doit s'adapter avec le rythme qu'on voit. On s'adapte, on fait avec ce qu'on a. C'est pas comme en Europe où c'est les vacances. Non, nous sommes au Cameroun. On doit s'adapter en fonction de notre contexte. Et elle doit également faire l'effort d'être moins exigeant. Parce qu'aujourd'hui, regardez par exemple ce que les femmes mettent sur la table pour chuter. Aujourd'hui, la femme, elle veut que vous soyez chaud, que vous soyez élégant. Elle veut que vous ayez les abdos. Elle veut que... C'est la vérité. Quand vous ayez l'argent, oui, c'est une vérité. Oui, sexuellement très fort. C'est ça, justement. Oui. Elle veut que vous soyez parfumé. Elle veut que vous soyez grande de taille. D'accord. Donc, il faut mettre tout ça sur la table. Elle veut que vous soyez l'ami des ministres. Oui. Elle veut que vous soyez l'ami des footballeurs. Elle veut que... Donc, il y a trop d'exigences aujourd'hui et c'est compliqué. Et les hommes ont trop de pression. Les hommes ont trop de pression. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a certains hommes qui se suicident à la suite des ruptures amoureuses parce que les femmes réclament trop. Oui. Elles demandent trop, elles sont exigeantes et elles ne sont pas assez patientes. D'accord. Julien Arsène Diop, Yvan Rameni invite cette femme à la patience, à la persévérance. Le contexte est dur, dit-il, et on ne peut pas être au Cameroun, faire tout ce qu'on fait. C'est-à-dire, vous êtes dehors de 6h à 20h, et une femme veut que vous l'invitiez au restaurant. Vous prenez le temps pour faire ça, même l'argent, vous prenez ça où? Ça, c'est quand vous avez la chance de rentrer à 20h. Ah, d'accord, oui. Il faut préciser que la plupart de vous ici, vous rentrez à 20h. Par contre, vous connaissez mon fonctionnement, c'est quand vous avez la chance même de rentrer à 20h. Oui. Donc, pour dire qu'il va résumer la situation telle qu'elle est, même si on le voulait, le contexte même ne le permet pas. Oui. Donc, de deux, j'ai essayé, dans mon analyse, de tracer ce que j'ai appelé les diagrammes de l'âge d'une relation. Alors, je m'explique très simple, de manière très simple. Selon moi, toute relation connaît 3 phases. La première phase va de 1 mois, ou bien du premier jour, à environ le 6e mois. Pendant cette phase-là, c'est l'euphorie totale, c'est l'amour, c'est la passion, c'est l'adrénaline. Vous faites toutes vos folies. Et donc, il arrive que vous arrivez à vous habituer, à vous rapprocher, à être l'un dépendant de l'autre. Mais ça reste encore l'étape, permettez que je le dise ainsi, du simple coup de foudre. Oui. À cette étape-là, rien vraiment de sérieux n'est encore, rien de solide n'est encore bâti. Et même si vous vous séparez après, il n'y a pas de risque que l'un ou l'autre partenaire souffre. Que des petits moments de nostalgie plus tard. Il n'y a pas de risque que quelqu'un en souffre toute une vie. Il y a après 6 mois une réalité qui nous rattrape. C'est que très souvent, soit on a dépensé toutes nos petites économies dans cet entretien, dans cet amour, l'argent est fini. Il faut chercher un nouvel argent. Et donc, il y a des nouveaux challenges. Il faut bosser. Il faut charbonner. Parce que la femme, malgré son romantisme et tout ça, il n'y a pas une rubrique là-dedans où elle dépense. Hein, non. C'est qu'elle veut des choses. Oui. C'est pas comme en Occident où vous partagez les factures. Partager, non, non. Elle veut des choses. Oui, elle veut des choses, elle est exigeante, elle veut de nouvelles sensations, elle veut voyager et tout ça. Mais il n'y a pas un seul moment où elle dépense un franc là-dedans. Donc vous devez rentrer charbonner. D'où le retour au charbon. Il faut aller travailler. Et pendant que vous travaillez, Yvan l'a dit, vous n'avez pas le temps. D'accord. Il n'y a pas le temps, il faut travailler.
vous commencez à être de moins en moins pressant. Ça, c'est la période qui va bien après 6 mois, qui peut s'arrêter jusqu'à un certain moment. Si vous avez réussi à passer ensemble cette période, eh bien, vous rentrez dans la 3e phase. Le plus de souvent de traverser l'étape où on quitte du rêve, de l'idéal, pour entrer dans le choc et garder la relation. La 2e période, c'est combien de temps? Cette période peut parfois aller, non, elle peut aller parfois même jusqu'à 2 ans. Hein. Ça doit vous construire, oui. Moi, je notais. Il faut noter. Je vais résumer ça après. Il faut noter. Vous avez besoin de vous construire une vie. Parce que vous vous voyez déjà avec elle quelque part. Et ça implique que vous fassiez certains sacrifices. Et dans votre absence régulière, c'est le temps où vous essayez d'asseoir quelque chose. D'asseoir un plan, un projet de vie. Et pendant cette période-là, la femme sérieuse et patiente, pour revenir à la patiente qui va évoquer plus tôt, a les aptitudes de la traverser. D'accord. Et quand vous avez à traverser cette période, parce que vous avez tellement traversé ces choses ensemble, vous entrez dans la phase d'accomplissement où vous vivez réellement une relation. Sauf qu'ayant traversé beaucoup de difficultés, vous devenez comme des frères. Vous voyez les hommes comme des frères. Vous avez traversé tellement de choses ensemble que le romantisme du premier jour ne peut plus être le même. Vous avez d'autres objectifs maintenant. Soit c'est les enfants qu'il faut élever, soit il faut courir derrière un chantier, vous avez à bâtir ensemble. Et donc, le paradigme a changé, l'objectif a changé, la direction a changé. Vous n'avez plus le temps du sexe, de la course, au restaurant et tout le reste. Non, ça a changé. L'enjeu a changé. C'est Yvan qui m'a employé le mot enjeu. Il a complètement changé. Et donc, désormais, vous voyez la vie autrement. Ça reste votre femme, vous l'aimez de toute votre force, votre compagne. Mais ce n'est pas parce que vous ne sortez plus avec elle que votre amour pourrait la diminuer. Pas. Au contraire, il s'est même décuplé. Sauf que les femmes ont malheureusement la mauvaise appréciation de cette période-là. Non, mais c'est la période où vous aimez le plus votre femme. Pour revenir à un cas personnel, vous pouvez me croire que même si, à un moment donné de la vie, je me suis séparé d'une ou 2 femmes, en l'occurrence la mère de mes enfants, parce que j'ai également une autre mère de mes enfants. Mais avec l'une d'entre elles, ça ne veut pas dire que je ne l'aimais plus. D'accord. Non, mais je continue de l'aimer. Vos objectifs n'étaient pas les mêmes à ce moment-là? Je continue de l'aimer jusqu'à aujourd'hui parce qu'on a traversé beaucoup de moments ensemble. Mais il y a que les femmes ne comprennent pas toujours ce qui est plus important dans la vie. D'accord. Et nous ne nous perdons jamais de vue cette chose qui est importante. C'est là où il arrive souvent qu'on devient divergent. Les 3 périodes d'une relation, Jordan, les voilà ainsi, selon moi, exposées. Et lorsqu'on fait une transposée dans la vie réelle, on se rend compte que toute relation sérieuse a traversé ces étapes-là. Quand vous arrivez à traverser tout ça et que la femme finit par s'adapter, c'est des couples qui ne se séparent jamais. Vous vivez le parfait amour. Jusqu'à la mort, c'est des couples qui comme on dit souvent. Ça ne finit jamais. Jusqu'à la mort, ils sont ensemble. D'accord. Il faut comprendre que la période des premiers 6 mois... Il faut que les femmes comprennent qu'il y a une période que ça ne sert à rien d'aller d'homme en homme. Période de vache maigre. Mais c'est une période de vache maigre. On le dirait ainsi. On doit se bâtir. On doit bâtir un projet de vie. Ça ne sert à rien d'aller d'homme en homme. Si vous mangez au restaurant... Il faut être patient. Pendant cette période, on peut faire le marché ensemble. On peut faire le marché ensemble. Donc on est à la maison. Maintenant, après l'accomplissement, on a fini d'envoyer nos enfants en Europe, on a bâti les maisons, ils sont allés chercher de bonnes études. On est resté seul. On peut se permettre à ce moment-là de faire le tour du monde. Parce qu'on a les moyens de le faire. La vie, c'est un projet, c'est un plan, c'est une construction. Il faut que les femmes arrêtent d'aller d'homme en homme passer chez le romantisme. Oh, quel cas est s'apparente à, je ne veux pas le dire, mais vulgairement, on appelle ça des bordels. Merci, Julien Sergio. La période de l'euphorie. Entre le premier, il y avait vos régimes, entre le premier jour de la relation et le 6e mois. La période de vache maigre, où on retourne à la réalité, et bienvenue les difficultés entre le 6e mois et jusqu'à 2 ans. La femme qui réussit à passer cette période sans beaucoup se plaindre. Tout à fait. Sans pourrir la vie à son homme. On est sûr que cette relation sera intéressante. On tombe dans la 3e phase, la phase d'accomplissement, où on commence à mettre sur pied les initiatives. Tout à fait. Pour grandir ensemble. Tout à fait. Mais ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. On espère que les femmes ont compris ce matin. Je l'espère pour elle particulièrement. Je ne vais pas donner son prénom, mais je suis qu'elle est en direct sur Facebook. La première halte de cette émission, mesdames et messieurs, on va parler d'actualité ce matin, de cette situation un peu malheureuse survenue à la frontière entre le Cameroun et la RCA. Un camionneur camerounais est mort. Le jeune Belambela était avec Faustin Akwanch-Touadéra, ça fait quelques jours. Que se passe concrètement? Pourquoi y a-t-il brouille? Quelle a été l'action des Russes qui sont cités dans cette affaire? On en parle dans un instant, c'est la première halte de votre programme de ce matin.
Mesdames et messieurs, sur le plateau d'Horizon Midi ce matin pour évoquer l'actualité relative à la mort de ce Camerounais Sani Bello. C'est son nom, il est décédé après ce qui est qualifié d'agression. Les événements se sont déroulés le 18 novembre dernier à la frontière entre le Cameroun et la RCA, camionneur camerounais de profession. Après cette situation, beaucoup d'hommes politiques, Cabral et bien d'autres se sont exprimés sur le sujet. On a également appris que le syndicat des transporteurs routiers du Cameroun, organisation syndicale, a décidé de gréver, de faire grève pour revendiquer une enquête sur la question et réclamer justice. Des situations qui ont conduit à l'envoi d'un émissaire du président camerounais Paul Biya, le jeune Bela Mbela, le ministre des Relations extérieures, a rencontré le 25 novembre dernier le président de la RCA, Faustin Akange Touadéra. Les deux hommes ont discuté de plusieurs sujets, parmi lesquels cette situation-là sur laquelle on revient ce matin. Ivan Ameni, un camionneur camerounais qui meurt après une agression en République centrafricaine. Un sujet qui n'est pas beaucoup évoqué dans les médias, mais qui fait l'actualité sur la scène internationale. Comment est-ce que vous interprétez cette information? Alors on revient encore là, au même problème, au même tard que nous remettons sur la table chaque matin, la question de la sécurité au niveau des frontières du Cameroun. Je vous ai pris par exemple l'exemple hier avec la frontière au niveau de Kiossi. C'est très compliqué à ce niveau-là. Je le reprécise encore, le phénomène de libre circulation ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir les papiers. Mais quand vous arrivez au niveau de Kiossi, mais il y a quand même des citoyens là qui traversent, ils n'ont même pas de CNI, on ne peut pas les identifier. Ce qui fait que ça met de plus en plus en mal la sécurité des populations camerounaises et même de nos pays amis et frères de la zone CEMAC. On doit revenir à ce niveau-là. C'est ça le véritable problème aujourd'hui au niveau des frontières du Cameroun. La libre circulation, elle est bonne, c'est une bonne... Le monde est un village planétaire, mais sauf que on doit également de plus en plus interpeller les populations de la zone CEMAC qui sont à ce niveau-là. Mais il n'y a que lorsque vous arrivez au niveau de Kiossi, par exemple, où j'ai pris cet exemple, on voit de plus en plus des Africains à ce niveau qui n'ont pas de pièces d'identité. Comment on fait pour les identifier en fait? Et vous savez, lorsque vous vous retrouvez dans ce type de zone avec une profusion des citoyens africains qui n'ont pas de CNI, c'est également une menace pour les populations camerounaises qui arrivent à ce niveau-là. Quand vous êtes dans un endroit où on vous dit que tel-là n'a même pas de pièces d'identité et autres, c'est une menace, c'est un danger également pour la sécurité de ces populations-là. Quel est le deadline ou encore, je vais dire quoi? Quel est l'ordre qui est prévu au niveau des frontières? Les véhicules doivent rouler de quelle heure à quelle heure? Oui. On ne connaît pas. Vous allez, par exemple, à l'heure à laquelle je vous parle au niveau de la frontière de Kiossi, vous allez voir les engins lourds en train de rouler. Vous allez à 15 heures, oui. Les engins sont en train de rouler. Vous allez à 20 heures, les engins sont en train de rouler. Pourtant, c'est des zones où la sécurité devrait être une préoccupation majeure. N'oubliez pas que dans certains pays, il y a des crises qui ont débuté au niveau des frontières. C'est au niveau des frontières que la sécurité doit être une préoccupation. Mais allez voir à quoi ressemble la ville de Kiossi. Oui, bon, allez voir. Oui, vous insistez beaucoup sur Kiossi. Non, oui, vous avez séjourné. Oui, c'est un exemple. C'est un exemple. Il y a une très grande différence entre la frontière entre le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Gabon. Au niveau de Kiossi, zone de 3 frontières, et celle entre le Cameroun et la RCA à travers justement le corridor Douala-Bangui, parce que nous sommes, le Cameroun est l'un des principaux fournisseurs de produits, que ce soit produits de consommation, carburant, etc., à la République centrafricaine, car ils n'ont pas accès sur la mer. On reviendra à vous, Yvan Ameni. Julien Saint-Jour, les informations qui ont été publiées font état de ce que la gendarmerie de la RCA a ouvert une enquête sur la question. Les premiers résultats disent que ce chauffeur camerounais a été abattu après une attaque de son véhicule dans le cadre d'une agression dont il a été victime. Il a reçu une balle dans le thorax, il est mort à l'hôpital général de Bangui, la capitale de la RCA. Et on dit que ce sont des individus armés non identifiés. Mais de l'autre côté, il y a certains éléments de la milice, de ce groupe armé Wagner, qui ont été blessés dans le cadre de cette attaque-là. Et aujourd'hui, c'est le flou total, c'est la cacophonie. Comment est-ce que vous interprétez, vous également, ce qui se passe à ce niveau et pourquoi on n'en parle pas si on ne parle pas de ce sujet? Et je commence justement par dire aussi, à mon tour, que
la sécurité au niveau des frontières est quelque chose de primordial. Oui. Parce qu'effectivement, il suffit d'une intercelle et on est dans un conflit pratiquement sous-régional. Ne perdons pas non plus de vue que le Cameroun a été pour beaucoup dans les efforts de stabilisation de la RCA. Oui, à travers les missions de maintien de la paix de la MINUSCA. Alors, quand je retrouve une actualité comme celle-là où un Camerounais perd la vie, oui. parce qu'un groupe armé non identifié, entre guillemets, selon la gendarmerie centrafricaine, a perdu la vie d'Jordan, c'est assez triste. J'ai l'impression que les autres États ne nous respectent pas véritablement. Parce que si un État comme la Centrafrique nous respectait et avait conscience que si nous fermons le corridor aujourd'hui, c'est des années de famine et peut-être même l'extermination de ce peuple-là, il prendrait la peine de respecter au moins au minimum nos intelligences. Nous ne sommes pas encore là, en tout cas. Je dis qu'il prendrait la peine de respecter au minimum nos intelligences. Lorsqu'il y a un Camerounais qui est tué par les Centrafricains, en principe, ça devrait être un sujet d'État chez eux là-bas. Régler cette situation rapidement avant qu'elle ne crée une crise diplomatique. Le jeune Bela a été reçu par Faustin Kouadira. On aura peut-être l'image tout à l'heure, mais on n'a pas eu des informations sur ce qui a été au centre de cette échange. C'est une position très stratégique et hyper importante pour la République centrafricaine. Et donc, que jusqu'ici, il n'y ait pas encore, à ma connaissance, une sortie du gouvernement officiel de la République centrafricaine, à moins qu'il soit sorti pendant qu'on est en train de poser cette émission, que le président ne soit pas exprimé sur le cas de ce décès en particulier, témoigne de ce que je dis, du mépris de cet État, entre guillemets, fragile vis-à-vis du Cameroun. C'est intolérable. Un Camerounais ne doit pas mourir à cause des balles centrafricaines. Peu importe que ce soit des milices ou des groupes armés identifiés ou quoi que ce soit. Le Camerounais ne devrait pas mourir. Le syndicat des transporteurs routiers du Cameroun est clair. Hein. Pour eux, ce sont les éléments de Wagner qui ont assassiné ce chauffeur. Voilà, par ils le disent d'ailleurs qu'il est vraiment dans leur lettre qui annonce une grève pour protester face à cette situation. Peu importe, un Camerounais ne devrait pas mourir, succomber aux balles centrafricaines, que ce soit Wagner ou qui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ce n'est même pas imaginable. Imaginez que le Cameroun décide d'entrer dans des représailles si on avait un État assez rancunier et surtout responsable, parce que la perte d'une vie suffit pour déclencher. D'ailleurs, on se souvient encore que c'est la perte d'une vie qui a déclenché la Première Guerre mondiale. Oui, l'assassinat du prince héritier d'Autriche, Hongrie, etc. Je pense qu'à un moment donné, il faut que nous ayons des États suffisamment solidaires de leur population, capables de prendre des positions assez radicales lorsqu'il y a un événement malheureux comme celui-là. Un transporteur camerounais qui décède du fait des balles centrafricaines d'un groupe entre guillemets non armé, où les transporteurs, eux, ils disent et maintiennent que c'est plutôt Wagner qui opère sur le sol centrafricain, devrait déclencher une réaction de chaîne jusqu'au sommet de l'État. C'est mon avis et je le maintiendrai jusqu'à ce qu'on me démontre le contraire. Non, Jordan, il faut des représailles. Il faut au moins initier des actions diplomatiques. Cette mort ne doit pas rester impunie. Il faut frapper du poing sur la table, établir les culpabilités. Il est traîné devant les juridictions compétentes. Il faut que le Cameroun s'affirme. Le Cameroun, c'est un leader. Le Cameroun peut assumer la position de leader en Afrique centrale. Vous serez attendu à ce qu'on convoque l'ambassadeur centrafricain une fois que cette situation est venue. C'est plutôt nous qui avons dépêché notre ministre des Relations extérieures à Bangui pour voir clair sur le sujet. Voilà, le convoquer d'un. Et s'il n'a pas d'éléments probants, d'éléments assez intéressants de réponse, nous expliquer ce qui s'est passé. Le renvoyer. Il faut envoyer des messages forts. Non, mais absolument pas. La vie d'un Camerounais qui s'en va ravitailler un pays qui a besoin de nous, qui la perd, vous estimez que c'est être dû, on le convoque et s'il n'a pas d'éléments satisfaisants, on le renvoie. Question pour le faire l'enquête de nous dire ce qui s'est passé. Immédiatement, avec un délai. Que le Cameroun prescrirait un délai à la Centrafrique de nous dire ce qui s'est passé et rapidement d'établir les responsabilités. C'est ce qu'il a fait de là. Mais je ne sais pas si vous comprenez le contexte. Voilà un Camerounais qui laisse sa famille pour aller alimenter un pays qui a faim, qui ne s'en sort pas et qui perd sa vie. Alaou Mohamedou. Et vous me dites que c'est rien ça, il a laissé sa famille. Hein. C'est le nom de ce Camerounais. Ses enfants ne le reverront plus jamais. Sa femme ne le reverra plus jamais. Pour aller nourrir un peuple qui a faim, qui a besoin de nous. Je reviens, vous avez parlé de cette attitude que devrait adopter le gouvernement. On parlera également des solutions que vous pouvez préconiser pour rendre plus sécurisée la frontière entre le Cameroun et la RCA. Les organisations syndicales Ivan Ameni annoncent une grève et elles ont d'ailleurs eu à écrire une correspondance au Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouté pour dénoncer cette situation, la mort d'un chauffeur camerounais. Selon vous, quelles
aujourd'hui au niveau de la primature et au niveau de ces syndicats? Quelle est l'attitude qu'ils devraient adopter face à une situation pareille? Devraient-ils arrêter de travailler pour s'opposer à la mort de leurs responsables, comme on voit parfois dans certains corps de métier? Que devraient-ils faire de façon concrète pour que leur voix soit entendue par les autorités camerounaises et centrafricaines? Il faut d'abord savoir que ce qui vient de se passer est extrêmement grave, oui, et ça crée également de l'euphorie parce que nous sommes dans un contexte assez particulier. Nous sommes à la veille des fêtes de fin d'année et vous savez que c'est une période où de plus en plus ça crée de l'émoi. les produits transitent beaucoup plus du Cameroun vers la RCA. Nous sommes c'est une période où dans la zone CEMAC, les pays dont le Cameroun est en charge de transmettre les produits de ce côté-là consomment également beaucoup plus parce que c'est la veille des fêtes de fin d'année. Donc ce n'est que normal que l'indignation du syndicat des transporteurs soit ainsi grave, mais on espère qu'en fait qu'il puisse avoir une discussion assez franche au niveau de la primature en fait. On espère que ça ne sera pas comme on voit souvent quand par exemple avec le ministère du Commerce où on vous dit réduction du prix des oléagineux, on fait des concertations et autres, mais à peine vous sortez ici en bas, on vous dit qu'on commercialise toujours un litre d'huile raffinée à 1500 francs CFA. On espère qu'il y aura une discussion, une concertation franche au niveau de la primature. Les syndicalistes... Et le silence même du gouvernement camerounais également est aussi... Le silence même aussi du gouvernement camerounais est aussi inquiétant. On a dépêché le jeune Bélam, mais le porte-parole... Mais est-ce que ce n'est pas un acte qui est... C'est un acte, le gouvernement n'est pas resté silencieux. C'est un acte qui montre que le gouvernement n'est pas resté silencieux. Mais sauf que le ministère de la Communication devrait également communiquer pour permettre aux populations camerounaises d'avoir amples informations là-dessus. Ce n'est pas tous les Camerounais qui savent que le jeune Bélam s'est déplacé pour aller du côté de la RCA. Le porte-parole du gouvernement devrait communiquer pour permettre à ces transporteurs d'être également au courant de ce qui est en train de se passer actuellement. D'être rassurés. Justement, d'être rassurés. Est-ce qu'un transporteur, par exemple, qui devait quitter le Cameroun pour la RCA demain, est-ce qu'il est à mesure? Est-ce que sa sécurité sera C'est ça le souci. C'est ça le souci. C'est ça dont le véritable souci actuellement. Et lorsqu'il y a lorsqu'un drame de ce type arrive, on doit d'abord suspendre le transport dans cette partie pour un moment. Même pour un mois, même pour 2 mois, avant de prendre des mesures. Il va venir, non, c'est bon. Les Centrafricains feront pour... Donc, un Camerounais qui vient de perdre sa famille, c'est quelque chose de minable. C'est ce que j'ai dit, mais non, je dis aussi... Non, sauf qu'un Camerounais qui vient de perdre sa vie, c'est plus grave que de fermer les frontières 2 mois. D'accord. Bien sûr, parce on devrait s'arrêter. Bien sûr, il vient de perdre sa vie. Sa famille ne le reverra plus jamais. Et c'est dans un contexte où sa mort également crée de l'émoi et de la consternation chez plusieurs Camerounais. Parce que je le reprécise encore, est-ce qu'un transporteur est-ce qu'un chauffeur qui devait quitter le Cameroun demain, est-ce qu'on est rassuré qu'il doit arriver du côté de la Centrafrique sain et sauf, sans problème? On n'a pas encore ces informations. Julien Sedjo, les syndicalistes qui ont adressé un courrier au Premier ministre sur le sujet réclament des mesures concrètes afin que ce genre de crime ne se répète plus. Au chapitre des réactions en Centrafrique, il y a le ministre centrafricain des Transports, Herbert Gautra Djonaba, qui avait expliqué dans un communiqué qu'il déplore la disparition tragique d'un chauffeur camerounais transportant des marchandises le long du corridor Garoua-Boulaye-Bangui. Les circonstances de sa mort restent à élucider. Une enquête, a-t-il insisté, a été ouverte par les autorités centrafricaines pour voir clair sur le sujet. Tout à l'heure, vous avez été franc en disant qu'on aurait déjà dû rappeler l'ambassadeur dans le cadre de cette affaire. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ce type de situation n'arrive plus comme le préconisent les syndicalistes camerounais? C'est une situation assez particulière. Oui. Nous n'arrêtons pas de le dire. Un Camerounais soucieux justement de nourrir sa famille qui sort un matin, qui doit faire la ligne, qui est carrément un corridor. Un corridor, c'est un chemin d'approvisionnement d'un pays étranger, un pays voisin, si on peut le dire ainsi. C'est généralement des chemins assez compliqués, assez insécurisés, qui pourtant demandent plus de sécurité. Si le phénomène était survenu du fait d'un acte isolé, j'ai envie de parler ainsi des phénomènes de coupeurs de route ou des agresseurs voyous, on pourrait comprendre et mettre ça sur le compte d'un incident. Mais là, on parle carrément d'une attaque d'un groupe armé. Ça devient compliqué, donc un acte volontaire.
À quelle fin? On ne sait pas exactement parce qu'il n'y a pas une enquête aboutie, il n'y a pas une véritable communication là-dessus. L'enquête est en cours, d'ailleurs on ne commande pas des sujets avec l'enquête en cours, mais comme c'est une actualité, on a le droit justement de dire un mot là-dessus. Alors, quoi faire? Comment faire? Que faire pour que ce type d'acte ne se répète plus? Premièrement, c'est un signe d'alerte qui nous interpelle sur le renforcement de notre sécurité à la frontière, quitte à la renforcer de manière à ne plus permettre aux Centrafricains d'entrer et sortir n'importe comment chez nous. Ça peut paraître exclusif, mais c'est nécessaire lorsqu'on commence à perdre des vies humaines. Militariser énormément notre frontière. Vous savez que, pour prendre cet exemple simple, vous allez me demander le contexte, mais vous comprenez très vite, la Corée du Nord et la Corée du Sud ont la frontière terrestre la plus militarisée au monde. Je pense qu'il faut, comment je vous dis que c'est la frontière militaire, la frontière terrestre la plus militarisée au monde. Et donc je pense que, pour le cas de la Centrafrique, parce que ceci ne peut être qu'un signe, quelque chose d'avant-gardiste, qui annonce une série d'assassinats dans ce sens-là. Ah bon? Et donc moi je pense qu'il faut prendre des mesures, il faut être avant-gardiste. Parce que je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a jamais de cause sans conséquence. Qu'il n'y a jamais un fait anodin. Une fois quelque chose est produit, une fois, ça peut être un signe énonciateur de quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, je crains effectivement que les Camerounais continuent de perdre leur vie dans ce type d'attaque. Il faut fortement militariser notre frontière pour envoyer un message clair. Que ce soit Varnet ou à quelques missions que ce soit en Centrafrique, il faut un message clair. Troisième chose que j'ai déjà dite, il faut rappeler d'abord l'ambassadeur de la Centrafrique au Cameroun, en lui prescrivant un délai clair pour avoir de la lumière à ce sujet, auquel cas il serait simplement à renvoyer dans son pays. Quatrième disposition, il faut qu'un officiel de la République centrafricaine fasse un déplacement pour le Cameroun, où il viendra clairement planter ses condoléances à la famille du regretté. Soit au perron, si je peux l'appeler ainsi, du palais de l'unité, c'est-à-dire en visite chez le chef de l'État, reçu par le chef de l'État, avec pour mission claire de planter ses condoléances à la famille du regretté. Je vous dis que c'est sûrement grave, Jordan. On a tendance à mépriser les vies au Cameroun. Un Camerounais qui sort chez lui tous les matins, où il a parfois 3 jours de voyage, 4-5 jours de voyage, dans ces conditions assez exécrables, et qui ne rentrera plus. Avec ce qu'ils laissent parfois derrière eux comme enfants, vous savez que les chauffeurs de ces gros porteurs ont beaucoup d'enfants, c'est un secret pour personne. Eux, ils deviennent quoi? Donc, c'est une question majeure qui mérite d'être traitée avec le sérieux le plus absolu. Il faut qu'un officiel soit dépêché de la Centrafrique pour le Cameroun, avec pour objectif unique présenter ses sincères excuses, ses condoléances à la famille de cet homme brave qui a disparu. Merci, Julien Seigneur. On va lire un extrait de la déclaration de Kamra Libi, le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, qui s'est exprimé sur la question à travers sa page Facebook officielle Justice pour le compatriote Mohamedou Allah ou camerounais décédé survenu le 19 novembre 2024 alors qu'il transportait de la marchandise en direction de Bangui. Cabral Libi en substance demande avec insistance que l'enquête sur cette affaire soit menée par des entités indépendantes, notamment les Nations Unies ou la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. Une telle approche est cruciale pour assurer l'impartialité et la transparence nécessaire. De plus, je propose, dit Cabral Libi, qu'à l'avenir, les convois de transport de marchandises soient escortés par les forces mixtes composées d'éléments de forces armées camerounaises et centrafricaines. Cela permettra d'assurer la protection accrue de nos compatriotes en transit tout en renforçant la coopération entre nos deux États. Une situation pareille ne peut pas se passer, insiste-t-il, et il rappelle également que les gouvernements camerounais doivent prendre ses responsabilités face à ce qui s'est passé. On attend de voir ce que va nous réserver les résultats, vont nous réserver les résultats de cette enquête ouverte par les autorités centrafricaines. Vous avez été clair et il faut que la Centrafrique nous explique clairement ce qui s'est passé. Un Camerounais mort sur la route, c'est une situation particulière. On a fait l'effort de poser le sujet sur la table ce matin. Le gouvernement camerounais et centrafricain sont à l'écoute. Ces deux gouvernements de cette émission, on en reparlera lorsqu'il y aura évolution sur la question. 11h, passé de 2 minutes dans ce studio, mesdames et messieurs. On va prendre la publicité pour revenir évoquer dans un instant seulement l'actualité en République démocratique du Congo, caractérisée par la levée de boucliers de l'opposition qui dénonce la
proposition de Félix Tshisekedi, l'actuel président, de modifier la constitution du pays. On insistera aussi tout à l'heure sur les violences faites aux femmes, 16 jours d'activisme contre ces violences-là. Que peuvent les autorités? On en parlera dans un instant après la publicité, évidemment, sur Horizon Midi, Horizon 3 Télévision. Sous le très haut patronage du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, 3e édition de la fête internationale de la banane plantain. Ne manquez pas l'événement de l'année en Afrique centrale. Rendez-vous les 7 décembre au complexe sportif de Japoma à Douala et le 14 décembre au complexe sportif d'Olembe à Yaoundé dès 9h. Découvrez 800 stands, des expositions ventes, 10 ateliers, 2 symposiums, des rencontres B2B et des activations terrain. À 17h, assistez à 2 concerts avec des artistes nationaux et internationaux. Et à 20h, Brésil Cameroun, c'est parti. Vivez des matchs de gala de football en aller et retour entre les anciens lions indomptables, 5 fois champions d'Afrique, et les légendes brésiliennes, 5 fois champions du monde. Pour 28 millions de Camerounais, seulement 110 000 tickets disponibles. Achetez vos billets dans les points de vente Premier Bet et Royal des Jeux du Cameroun à Aqua, près de City Sport. Bonabéry, marché du rail. Nkululun, marché Nkululun. Vogada, Carrefour Pakita. Madagascar, feu Madagascar. Meudon, face Fokou Meudon. Bafoussam, Carrefour Robège, face Boulangerie Conjoncture. Bouddha, Hôtel Universel, face CCA. Berthois, Hôtel Universel, face Grande Total. Kribi, Fan Mabe, avant le stade. Passe tribune présidentielle, 50 000 francs CFA. VIP, 30 000 francs CFA. Classique, 20 000 francs CFA. Et virage, 10 000 francs CFA. Événement à guichet fermé. La FBPC au service de la SND 30. Plus d'infos sur www.filièrebananeplantain.com. À l'occasion de la 3e édition de la fête de la banane plantain, les 7 et 14 décembre prochains, vit une journée inoubliable en assistant au match entre les légendes camerounaises et les légendes brésiliennes du foot, en plus des foires expositions, des rencontres B2B et des concerts de musique. Les tickets sont disponibles à Premier Bet Royal des Jeux, à Orange Cameroun, au complexe sportif Japoma, au complexe sportif Olembe, à l'Observatoire national de la jeunesse, à Sophie Toulessa, au Gréna. Trouve ton point de vente le plus proche et vibre au rythme de l'événement de l'année. Retour, mesdames et messieurs, sur le plateau d'Horizon Midi ce mardi 26 novembre 2024. L'actualité à l'étranger est marquée en République démocratique du Congo. Julien Diop par cette évolution. On sait tous que Félix Tshisekedi veut modifier la Constitution, sauf qu'il y a une plateforme de l'opposition à laquelle appartient, vous allez être surpris, Joseph Kabila, l'ancien président de la République, lui également s'oppose à la volonté de Félix Tshisekedi de vouloir modifier la Constitution et beaucoup de choses sont dites sur la question. Aujourd'hui, quelle interprétation faites-vous de cette plateforme qui s'oppose à cette modification, alors que de l'autre côté, ceux qui veulent cette modification disent que voilà, on ne peut pas continuer avec une Constitution qui a été écrite par des étrangers. Tout à fait. Peut-être qu'il faudra faire un petit historique de la Constitution de la démocratie du Congo. On sait tous qu'ils ont écrit, ils ont adopté leur première constitution en 1964, soit 4 ans après leur indépendance. Oui. Un élément majeur à savoir. On sait également que cette constitution a évolué, elle a été étudiée dans le pays jusqu'en 2005, où elle avait été modifiée à l'issue d'un référendum, si mes souvenirs sont très bons, qui entrait finalement en vigueur en 2006. La dernière modification ne visait qu'un seul article. C'était en 2011, c'était l'article 8, je crois qu'il se rapproche toujours à ces élections-là. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi estime que cette constitution est calquée sur le modèle européen occidental, qui a d'ailleurs été rédigé à l'extérieur du Congo, et qu'il est temps qu'on revienne au Congo avec une constitution qui tienne compte des réalités du Congo. Et donc, qui sera rédigée au Congo par les Congolais, tenant compte de la réalité sociopolitique, socioculturelle, socio-économique du Congo. Or, il y a une classe d'opposition assez avertie qui sait pertinemment bien que toute modification de la Constitution remet les compteurs à zéro en Afrique. C'est le principe d'ailleurs. Et donc, se mobilise fortement pour empêcher un tel acte forfaiture, ce qui est conçu comme une imposture, une forfaiture, même si on sait que dans l'état actuel des choses, il y a plus de chances qu'elle passe, qu'elle n'échoue, Jordan.
Ah bon? Ouais. Bon, vous nous direz pourquoi est-ce que vous Je vous dirai pourquoi. Vous savez que depuis le début, moi, internationaliste de cette émission, à chaque fois que j'ai donné une position sur l'actualité internationale, c'est avec quel était vrai, depuis les élections de Donald Trump, le conflit russo-ukrainien, le référendum récemment au Gabon, vous en souvenez très bien, je vous ai dit que le oui l'emporterait largement. Plaisir la victoire de Mahamat Idriss Déby. J'avais également tout à fait, mais à l'envolée totale. Mais vous n'avez pas plaisir le retrait de Pastef des élections législatives. Oui, malheureusement. La constitution du pays. Je pense que ça devait être le premier chantier urgent de Félix Tshisekedi. Mais comment venir plus tard, plusieurs années après, pour dire que non, la constitution actuelle ne répond pas aux réalités des populations congolaises? Qu'est-ce qu'il a d'abord fait pour changer les réalités des populations congolaises? C'est en changeant la constitution que les Congolais n'auront plus les problèmes d'eau, les problèmes de lumière, les problèmes d'infrastructure. Mais il parle de réforme institutionnelle, c'est-à-dire, voilà, chaque fois, il faut que les institutions soient plus chaque fois en Afrique, correspondantes aux problèmes des Congolais. Chaque fois en Afrique, de l'histoire de l'Afrique, quand on a toujours modifié la constitution du pays et qu'on a eu à prendre une décision qui a donné un avantage au parti au pouvoir, il y a toujours eu des conséquences négatives. C'est la vie chère après, c'est les mêmes problèmes infrastructurels, c'est les problèmes de route et autres. Moi, je pense plutôt que Félix Tshisekedi, il doit se concentrer sur les préoccupations profondes des populations africaines ou encore des populations de son pays. Et je suis de ceux qui pensent que la longévité au pouvoir a toujours été un problème. Aujourd'hui, l'histoire nous démontre à ceci qu'en dépit de l'intervention de la communauté internationale, il y a une grande majorité des Libyens qui ne voulaient plus de Muammar Kadhafi. C'est peut-être Dieu à le dire, mais c'est une vérité, c'est une réalité. Peut-être certains Libyens, non, pas la majorité. Il y a dit une grande majorité. Il y a certains citoyens qui estimaient qu'ils faisaient du bien au pays, mais on pensait qu'une autre personne également pouvait faire du bien, pour revenir même également au Cameroun. Lorsque vous dialoguez avec, même le directeur ne va pas nous contredire, lorsque vous dialoguez avec les Camerounais qui ont à partir de 40 ans en montant, ils vous disent que lorsque Paul Biya prenait le pouvoir, il y avait également quelques citoyens camerounais qui disaient qu'en même temps, Aïe Douaya aussi, il avait aussi duré. Il ne peut pas nous comprendre. On avait des liesses populaires. Donc, malgré le fait que les Camerounais disaient qu'ils vivaient mieux, quand il avait le pouvoir, il y a certains qui disaient que bon, vraiment, il a bien gouverné, mais en même temps, il avait aussi un peu duré au pouvoir. Il le disait. Donc, la longévité au pouvoir n'a jamais été une bonne chose en Afrique. Donc, ce que Tshisekedi est en train de faire, ça peut intensifier les tensions dans ce pays-là, qui est l'un des pays africains qui traverse les plus grandes crises. Il ne fait pas beau jour au Congo. Il faut dialoguer avec les Camerounais qui vivent dans ce pays-là. C'est compliqué là-bas. Ils ont des problèmes cruciaux. C'est à ce niveau-là qu'il doit s'apaisantir pour changer, améliorer les conditions de vie de ces populations-là. Parce que la longévité au pouvoir n'a jamais été une bonne chose. La longévité au pouvoir n'a jamais été une bonne chose, dites-vous. Ce matin, l'alternance permet la respiration, disait Emmanuel Macron dans une interview accordée à un média panafricain de cela quelques années. Julien Sedjo. Finalement, pour terminer, lorsque Joseph Kabila, lui-même ancien président, nommé sénateur à vie, s'oppose également à cette modification de la Constitution, et il fait partie de la plateforme qui qualifie cette volonté des autorités congolaises, notamment le parti au pouvoir, l'UDPS, de dérive dictatoriale. Aujourd'hui, que peut l'opposition pour bloquer ce projet? Mais premièrement, je sais d'ailleurs pas pourquoi Kabila est rentré dans l'agitation. Il doit certainement se dire que comme son successeur a les moyens de l'État, il sera plus facile qu'il brigue un nouveau mandat après cette modification. Mais il faut également noter l'attitude responsable et républicaine de Kabila lorsqu'il était au pouvoir et qu'il fallait qu'il le laisse. Il avait aussi la possibilité de tenter un passage en force. Oui, mais il a refusé, il s'est retiré en sachant pertinemment bien qu'il reviendrait à la fin du mandat de Tshisekedi actuellement. Je pense même que c'était l'accord, même si l'accord n'a pas été dévoilé. Il n'a jamais été dévoilé. En effet, on sait très bien que Tshisekedi s'était retiré de l'accord de l'Union sacrée tout à fait, qui avait été soutenu largement par Kabila et qui a vu gagner ces élections-là. Aujourd'hui, qui viennent à vouloir faire un volte-face, c'est normal que ça révolte Kabila, parce qu'on ne lui pas suffire aux gens, peut-être parce qu'on n'a pas encore recueilli véritablement sa réaction, mais il est très remonté. Il n'arrive pas à dire ce qu'il qualifie, selon ses proches, de trahison. Parce que pour lui, c'est une trahison. Il était question clairement qu'il fasse ses 2 mandats et qu'il quitte. Oui, qu'il libère. Et ainsi de suite. S'il pouvait même finalement être 2 leaders qu'ils font,
Tant mieux. Un scénario à la Poutine, Medvedev. Un scénario à la Poutine Medvedev. Maintenant, Jordan, il faut aussi noter, si Ivan revenait dessus avec insistance, je suis naturellement de ceux qui pensent que la longitude pourrait être un problème, un véritable problème. Il faut pouvoir alterner. Oui. C'est en alternant qu'on a les outils de comparaison entre deux systèmes de gestion. Quand on ne peut pas comparer un dirigeant à un autre, il y a un problème. Celui qui est là, qui n'a pas justement un référentiel ou un élément de comparaison, se croit à l'apogée de ses possibilités. Or, lorsqu'on est pressé par quelqu'un d'autre, par des éléments de comparaison, on a tendance à s'améliorer. Donc, je suis contre ces chefs d'État qui se tenissent au pouvoir, comme d'ailleurs la majorité des personnes. Je vous surprends d'ailleurs, en corroborant ce qu'il a dit, et bien même en Libye où les gens étaient à l'aise, complètement à l'aise, il y a une bonne partie de la population qui pense que Kadhafi avait trop duré et qu'il fallait qu'il quitte. Au-delà de la propagande occidentale qui a diabolisé Kadhafi en disant que les Kabyliens de l'Élysée... En instrumentalisant cette petite partie de la population libyenne l'aimaient bien. En la présentant comme étant la majorité de la population. Les Libyens l'aimaient bien. Elle n'était même pas si petite que ça. La partie de la population celle qui était opposée à ce que faisait Kadhafi. Elle n'était même pas si minoritaire que ça. Ça, il faut être honnête. J'aime bien le dire aux gens. Avant l'intervention occidentale, il y a des Libyens qui demandaient le départ de Kadhafi. En effet. C'est une réalité. C'est connu. Quelqu'un m'a dit récemment, et j'ai l'occasion de le dire aux antennes, c'est un homme de débat du dimanche, Ali Kenyé, que Benghazi n'avait jamais été bombardé. Ce n'est pas vrai. Benghazi a été bombardé. C'était une parenthèse. Donc, pour vous dire qu'il n'y a qu'en Libye où on nous donnait un pays, on nous vendait un pays, ce qui est d'ailleurs vrai, où il n'y avait pas de faim, il n'y avait pas de famine, il n'y avait pas de problème de carburant, il n'y avait pas de problème de chômage, il y a toujours qu'il y avait des Libyens qui voulaient qu'ils partent. Ce fut le cas avec l'arrivée de Paul Biya au pouvoir en 1982. C'est normal, c'est job. Les gens ont des avis divergents, c'est la chose assez normale. Naturellement, il y a des personnes qui aimaient Aïdjo, mais qui pensaient que Paul Biya, avec ce soude nouveau, viendrait apporter des solutions à d'autres problèmes, les problèmes de son époque, les problèmes dans notre genre. Donc c'est une question d'époque. C'est une question de vie dans le temps. Jordan, pourquoi je pense en revanche que le oui a plus de chances de passer, du moins que cette constitution sera modifiée? Premièrement parce que Tshisekedi n'a pas annoncé qu'il serait candidat et il va jouer là-dessus énormément. Ça, il faut bien le noter. Oui. Il veut juste... seulement dire que le texte doit être modifié sans lui-même parler de sa probable candidature. Est-ce que ce n'est pas un argument crédible qu'il demande qu'on écrive, qu'on réécrive la constitution congolaise. Bon, mais pourquoi maintenant? Sur la base des... Parce qu'il s'est illuminé maintenant. Parce que c'est maintenant qu'il a eu la vision, la lumière. Où est le problème? Vaut mieux tard que jamais. S'il s'est rendu compte à sa sortie que laisser une constitution calquée sur le modèle européen n'aura pas honoré son mandat. Il faut préciser que son deuxième mandat finit en 2028. Oui, il a encore du temps. Il a encore du temps. Sauf que les grands dirigeants, en principe, anticipent ces choses-là. Et quand on a goûté au pouvoir, je reconnais, après avoir étudié plusieurs chefs d'État, dit-on? Tout à fait. Il est difficile de partir pour 2 mandats en Afrique. C'est très difficile, ça, il faut le comprendre. Quand vous avez été le chef suprême, le chef absolu, celui qui détermine parfois le droit de vie ou de mort sur des individus, vous n'imaginez pas une vie sans ces prérogatives. Je pense que ça peut être le syndrome qui anime de manière prématurée Tshisekedi, mais je dis et je maintiens encore qu'il n'a pas annoncé sa candidature. En tout cas, il y a François Hollande qui veut devenir. Il n'a pas dit, voilà, il n'a pas dit qu'il modifie la constitution pour se maintenir au pouvoir ou bien pour briguer un autre mandat. En France, oui. Ce que lui, il a dit, Tshisekedi, c'est qu'il pense que non seulement la constitution de son pays a été écrite à l'étranger. Et qu'elle est caduque. Et qu'elle est non seulement calquée sur le modèle occidental qui ne répond pas aux réalités de la société congolaise, et qu'il est temps, finalement, que les Congolais, autour d'une table, rédigent des textes qui tiennent compte de la réalité du Congo avec les Congolais. Pour un texte congolais, est-ce que ce n'est pas crédible? Mais je trouve cette action crédible. Ah bon? Je ne peux pas le condamner sur la base d'un désir d'africaniser sa constitution. L'opposition dit qu'il veut briguer un 3e mandat. C'est l'opposition qui le dit. Et le qualifie cela de coup d'État constitutionnel. C'est ce que l'opposition dit. C'est normal cette réaction. Ça participe de l'animation de la vie politique, de la scène publique dans un État. C'est normal que l'opposition sorte. Et je vous l'ai dit, ça n'a pas été dévoilé. Kabila, lui, particulièrement, est très remonté contre son successeur. Si Tshisekedi, après avoir modifié cette constitution, annonce sa candidature, quelle sera votre réaction? À ce moment-là, il y a un tout petit problème. Je suis d'accord avec vous, que si la manœuvre vise à briguer un 3e mandat, il y a un véritable problème. Et en Afrique, on l'a vu, peut-être au Sénégal,
tout président qui a essayé de passer un passage en force, par exemple au Sénégal, a échoué. On l'a vu au temps d'Abdoulaye Wade, qui avait tenté un passage en force, qui avait échoué. On l'a vu avec Macky Sall. Maintenant, c'est Tshisekedi qui s'y essaye. Il ne faut surtout pas qu'il teste la popularité de Kabila, ça pourrait être très fatal. D'accord, merci Kabila, avec d'autres leaders de l'opposition qui annoncent d'ailleurs des manifestations dans les rues des villes de la République démocratique du Congo pour s'opposer à cette modification qui est pour l'instant uniquement un projet. L'Église catholique aussi souvent beaucoup opposée à ces quelques actions d'hommes politiques visant à changer la loi fondamentale. C'est dit, cette fois-ci, être d'accord, elle ne trouve pas le problème. Est-ce que la Constitution soit modifiée parce qu'elle dit-elle, cela peut justement permettre aux Congolais de mieux s'identifier à ce projet de loi. Actualité évidemment sur laquelle on reviendra dans cette émission. Le temps pour nous de revenir, mesdames et messieurs, au Cameroun, pays qui, comme d'autres États sur le continent africain, est traversé par les crimes commis contre les femmes. Elles sont très nombreuses qui décèdent dans notre pays sous les coups de leurs époux. L'Organisation des Nations Unies pour enrayer le phénomène a décidé depuis quelques années d'initier 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Qu'en est-il concrètement au Cameroun? Les hostilités ont été lancées hier. Est-ce que le gouvernement peut résoudre le problème? On en parle maintenant. C'est le thème central de votre programme de ce mardi 26 novembre 2024. 16 jours d'activisme, mesdames et messieurs, contre les violences basées sur le genre. L'événement est en cours dans notre pays, le Cameroun. Les hostilités ont été lancées hier, je le disais encore. Au cours de cet événement, je veux qu'on écoute, avant de débattre sur la question, les déclarations du professeur Jean-Emmanuel Pondy. Il est un universitaire très connu dans notre pays pour ses ouvrages. On parlait de la Libye tout à l'heure. Il a écrit tout un livre sur la vie et la mort de Muammar Kadhafi. Mais cette fois-ci, il s'inscrit dans une logique pédagogique. Il parle de la femme africaine, en estimant qu'il s'agit d'un être qu'on ne devrait pas violenter en raison de son importance pour nous les hommes et pour le développement de nos États. Écoutons les propos de Jean-Emmanuel Pondy. C'était hier à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Il est au micro de Jeff Binze, Jean-Claude Fouda et Henri Matip. On écoute. Nous ne pouvons rien apporter au monde si nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Alors, quelle est la place de la femme dans la société traditionnelle africaine? Je pense que c'est une question importante parce qu'elle va maintenant influer sur le comportement des hommes. La première chose à comprendre, c'est que la société africaine est materno-centrée. C'est-à-dire, tout part de la femme et tout revient vers la femme. Dans une société africaine, surtout je parle de l'Afrique au sud du Sahara. Comment le savons-nous? Dans aucun de nos villages, on ne se réfère à un enfant par le nom de son père. Aucun. C'est toujours la mère qui porte dont l'enfant porte le nom. La deuxième chose qui nous le montre, c'est que quand nous sommes en situation difficile et que les hommes doivent décider, les hommes ne décident jamais d'un rôle important seuls. Ils disent toujours, nous suspendons les travaux et nous reviendrons demain. S'ils le disent, c'est parce qu'ils vont chercher conseil. Et quand ils reviennent le lendemain, ils disent nous avons décidé de ceci, de cela. Nous savons très bien comment est ce processus de décision. Donc, la femme dans la société africaine connaît des hauts et des bas. Et il faut aussi aujourd'hui stigmatiser la violence. Il faut, à la limite même, la sanctionner de la manière la plus importante, de la manière la plus grave. Mais il faut aussi comprendre une chose, c'est que la société africaine doit être connue des Africains eux-mêmes, ce qui n'est pas le cas de plus en plus. Le
professeur Jean-Emmanuel Pondy, un intellectuel qu'on ne présente plus, mesdames et messieurs, ancien directeur de l'IRIC, l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, aujourd'hui directeur de ICC University, cette institution privée située au quartier Messassi, dans le premier arrondissement de la ville de Yaoundé, d'un Camerounais basé aux États-Unis, auteur de plusieurs ouvrages, dont l'un des plus emblématiques est Vie et mort de Muammar Kadhafi, dans le cadre de ses quelques recherches sur le terrain. Yvan Ramine, je commence par vous, parce qu'on a mis cette déclaration de Jean-Emmanuel Pondy qui revient sur le rôle de la femme. Il dit la société africaine est maternocentrique, tout part de la femme et tout revient à la femme, a-t-il insisté. Est-ce que si les Camerounais sont au courant de ça, ils vont encore mettre une main sur une femme? Yvan Ramine, qu'est-ce qui peut expliquer la violence contre les femmes? Déjà, il faut savoir que je fais partie de ceux-là qui sont contre toute forme de violence, y compris la violence psychologique, qui aime la violence encore plus grave. On en parlera tout à l'heure. Pourquoi aujourd'hui, les hommes sont beaucoup plus violents dans la société camerounaise? C'est parce qu'il y a un fossé en fait. Regardez le discours qui est de plus en plus prôné dans la société camerounaise. On dit aux femmes, pour être une bonne femme, voici comment il faut se comporter, voici. Or, les parents oublient qu'en fait, lorsque vous avez également vos enfants garçons à la maison, vous êtes appelés à leur transmettre ce message. Comme tu aimerais avoir une bonne femme, il faut également être un bon garçon. Et voici comment un bon garçon se comporte également. Ce qui fait donc que si un enfant grandit dans un environnement où le matin à la maison, le père pour dire bonjour à la mère, c'est avec une paire de gifles. L'enfant grandit avec ça, il s'habitue avec ça. Il estime que mais, si à la maison, il y a mon père a l'habitude de frapper sur ma mère. Pour lui, il grandit avec ça, devient une habitude. Regardez-moi le comportement de certains Camerounais dans la société. Moi, j'aime prendre, en ce qui concerne la violence sur les femmes, prenons des exemples terre à terre. Oui, les Camerounais peuvent regardez par exemple dans un carrefour. Regardez dans un carrefour, il y a des femmes qui passent, non? Il y a des hommes qui font... Quand la femme ne répond pas, il commence à l'insulter. Non, il faut dire la vérité. Il commence à l'insulter. Une sale fille comme ça. Regardez-moi, une mince fille comme ça, elle ne mange même pas bien. Il y a des hommes au Cameroun qui le font, même à l'âge adulte, c'est fréquent. Sauf que c'est des comportements également qui transmettent de manière subtile le revers des hommes qui sont violents. Puisqu'un homme responsable ne peut pas accoster une femme. Et que même si cette dernière arrive à refuser, qu'il se mette à l'insulter, ou une sale femme et tout ça. Encore qu'elle peut refuser. Elle n'est pas sortie et il y a également de sa maison pour que vous l'appeliez. Et il y a également que nous sommes dans une société où on pense que les femmes, pour avoir certaines réussites, il faut aller sur les réseaux sociaux pour vendre des choses obscènes et tout ça. Non, les femmes ne sont pas... Les femmes au Cameroun ne sont pas limitées qu'à la sexualité. Nous en parlerons. Il va revenir. Nous reviendrons dessus. Parce qu'il y a cet autre scandale qui a été visible sur les réseaux sociaux, une cabale contre le professeur Nadine Machinkou, que nous connaissons bien, dont nous connaissons les travaux, la scientificité. Mais certains Camerounais sont allés dire des choses sur les réseaux sociaux qu'on n'aura pas l'occasion d'évoquer ici, mais en tout cas, Nadine Machinkou, c'est l'une des meilleures. Et je me permets d'être subjectif ce matin, Julio. Moi, je la soutiens totalement. Elle a été mon enseignante, je la soutiens totalement. Maintenant, revenons à ce qu'Yvan Ramine disait. Il évoquait un aspect que je n'avais même pas vu. Mais je crois que c'est très important. Une femme marche en route, un homme l'appelle, elle ne s'arrête pas, elle est occupée. Et vous l'insultez. Il estime qu'il s'agit d'un symptôme de la gravité de la situation. Vous êtes d'accord avec lui? Mais je commence par justement à prouver ce qu'il a dit, mais permettez que je revienne sur un petit détail. Qu'est-ce qu'on fait finalement des hommes qui, eux, subissent l'effet inverse? Nous en parlerons vers la fin de l'émission. Vraiment, parlons d'abord des femmes. Il y a des hommes qui subissent des violences. C'est Joe. Verbales, physiques. C'est ce jour d'activisme contre les violences faites aux femmes. J'en viens. Oui, je condamne premièrement les violences faites aux femmes, avec la dernière énergie. Mais je dis, je maintiens, et il y a souvent justement une énorme confusion là-dessus. Vous savez, il y a des femmes qui poussent l'homme à la violence. C'est elle qui porte le premier coup, c'est elle qui crie, c'est elle qui s'agite partout, mais c'est elle qui dit partout que vous l'avez battu. Oui. Très souvent, les hommes se défendent même des femmes. Je veux qu'on cesse d'être hypocrite sur ce sujet. Je ne dis pas qu'il y a des hommes violents. Oui. Il y a des hommes extrêmement violents. Mais en termes de proportion, lorsqu'on fait le ratio, au mois de mars seulement de cette année 2024, on était déjà à 17 femmes. Ne pariez pas non plus. Ne pariez pas sur les coups de leurs époux. Ne pariez pas sur le contraire. Vous serez surpris de voir combien d'hommes meurent sur le coup de leurs épouses.
Attention, c'est pas parce qu'on ne mène pas ou on ne s'attarde pas là-dessus. Oui. Il y a également des hommes qui crèvent sur le coup de leurs épouses. Ils ont été battus par leurs femmes? Ils ont été... Ils ont été d'une lâcheté. D'une lâcheté parfois. D'une lâcheté parfois. Il faut qu'on cesse avec l'hypocrisie autour de ce sujet. Il faut rééduquer la femme. Il faut rééduquer la femme. Je dis que je condamne les violences faites aux femmes. Là, c'est le même discours de ce que nous sommes en train de mettre sur la table. Alors, des hommes qui manifestent des signes de violence, Yvan l'a si bien dit, et il a raison. Oui. Un homme qui est au carrefour et qui voit une femme passer, qui l'accoste, et que celle-ci la ghost, naturellement, il y a souvent une réaction épidermique de ceux derniers qui ne supportent pas d'être ghostés. Oui. Et donc, du coup... Le coup de marteau. Et donc, du coup, il a tendance à proférer des injures. Oui. Très peu commodes. C'est justement des premiers signes qui identifient un homme violent. C'est pas faux. La violence commence d'abord par être verbale, avant de se manifester à l'étape physique. Donc, ce qu'il dit est vrai. Et c'est un comportement qu'on observe tout le temps ici dehors. Et il faut d'ailleurs tirer la sonnette d'alarme là-dessus. C'est inquiétant. Oui. Dans tous les carrefours des quartiers, il y a toujours une bande d'hommes comme ça qui sont donnés pour mission, qui ont fait leur activité, le Parlement si vous voulez, qui ont érigé une activité qui est celle de siffler et d'insulter les filles qui passent. Et ça, c'est bien dommage. D'accord. Maintenant, les hommes... On condamne cela. Les hommes violents, de manière globale, on aime bien le dire. Lorsqu'un homme est violent, très souvent, ça se répercute également sur les enfants. Ça veut dire quoi? Un homme qui est violent ne se limite pas à l'exercer sur sa femme. Il étend également à ses gamins. Un homme que vous voyez, n'ayant jamais, au grand jamais, posé sa main sur son enfant, mais qui a généralement des accrochages à son épouse, il faut toujours poser des questions concrètes. Très souvent, dans la plupart des cas, ayant vécu des situations similaires, je peux vous assurer à 100% que c'est la femme qui porte toujours le premier coup. Et un homme a sa dignité. Quand il se défend, il peut arriver qu'il soit disproportionné, et que ça prête à confusion. Croyez-moi, les femmes ne sont pas simples dans ces foyers. Oui. Je ne justifie pas l'assassinat, les homicides, les féminicides, qui sont grandissants. Mais vous dites aussi que parfois... Mais je vous dis que lorsqu'il y a des critères simples, on accuse un homme de violence conjugale, le même homme n'a au grand jamais de sa vie posé la main sur un enfant, de sa vie, ses propres enfants. Posez-vous des bonnes questions tout de suite. Pour avoir vécu des situations similaires, je vous assure, posez-vous des bonnes questions. Maintenant, revenons au sujet principal. Oui. C'est clair que la montée en puissance... 16 jours d'activisme contre les violences basées. Il y a de quoi, j'estime même que 16 jours, c'est petit. D'accord. Il faut passer le message suffisamment. Comment est-ce qu'on peut aboutir à une société où le papa et la maman ne se tapent pas dessus? C'est l'idéal pour nous. En tout cas, ça traumatise les enfants. Oui. J'ai vu des enfants traumatisés dans ce sens-là. Ça traumatise les enfants. Je ne vous cacherai pas que, même si ce n'était pas très régulier, j'ai vécu quelques rares scènes de mon enfance où mon père avait mis main sur ma mère. Je me souviens encore de 3 de ces scènes. Et si j'étais si jeune, vous pouvez imaginer ce que les enfants qui le vivent tout le temps peuvent ressentir. Même quand parfois, cela se répercute sur ces enfants. C'est à condamner. Et eux deviennent violents dans leur foyer. C'est vraiment à condamner. Je suis contre l'idée de bastonner à tout bout de champ une femme. Même si, il faut le dire, ce n'est pas naturel à encourager à la télévision, on reste dans une société bantou de temps en temps, il faut savoir remettre la femme un peu à sa place. Oui, vous nous direz ce que vous mettez dans remettre la femme à sa place, dans ses jobs. C'est une société bantou, je l'assume. Il faut savoir remettre à un moment donné la femme à sa place. Encore que très souvent, elles sont demandeuses. Elles te demandent absolument de la remettre à sa place, vous le faites. Voilà. On ne dit pas le contraire. Mais je crois que les 16 jours d'activisme visent à éradiquer les violences faites aux femmes. Mais il va ramener pour... aller dans le sens de Judas Job ce matin. Vous voyez le jeu auquel je suis confronté ce matin, il dit, il y a certaines femmes elles-mêmes qui donnent le premier coup. Et ce qu'il dit est vrai. Au-delà de donner le premier coup, vous avez dans certains foyers des femmes qui, une fois que vous finissez le stress au travail, vous arrivez à la maison, elles vous accueillent avec des injures. Elles vous disent que vous n'êtes rien. Elles ne se met pas là. Parfois, vous ne voyez pas l'autre, le voisin du quartier. Pas l'autre couple, là, comment il est? Ah, il y a 3 voitures. Mais vous êtes là, vous montez sur la moto. Vous n'êtes rien, un moins que rien. Bon. Devant les enfants, hein. Oui. Est-ce que c'est... Il n'y a pas plus grande violence, en tout cas. Ne sont pas de nature à... Même les hommes les plus patients, à les faire sortir un peu de leur gond. Et voilà, le pied arrive. En fait, il faut d'abord revenir pour savoir pourquoi aujourd'hui cette situation est de plus en plus très grave dans la société camerounaise. C'est parce que le paradigme a changé en fait. Ça veut dire quoi? Les saintes écritures sont claires. Les saintes écritures sont claires. Femme,
sois soumise à ton homme. Oui. Et toi, l'homme, aime ta femme. Tout à fait. Et dans la société bantou également, ils ont également acquiescé ce même principe. Oui. L'homme est le chef de famille, la mère, elle organise le foyer. C'est tout. Le paradigme a changé parce que aujourd'hui, nous les hommes, on réclame l'amour envers les femmes. Qui vous a dit que la femme doit aimer un homme, un Africain? Soumise. Ça vous sert à quoi que une femme vous aime? À rien, Yvan. De manière globale. D'accord. De manière Il globale. veut que tu sois soumis, je suis d'accord. De manière globale. Oui. Même pas. De Sois manière soumise. globale. De manière... Non. Mais chauffe. vous l'aimez, Je brûle. elle est Je brûle d'envie de Je réagir. suis en train de dire Il a ceci. raison. Je suis en train de dire vous ceci. réagirez. Je suis en train de dire Allez, ceci. c'est job. Chez les Bantous, on dit ceci. Chez les Bantous, on dit ceci. Quand vous avez une femme, vous devez vous rassurer que les choses primaires soient effectuées par elle. Est-ce que les enfants vont à l'école? Est-ce que les enfants suivent les cours normalement? Est-ce que les enfants ont mangé? Est-ce que les enfants ne sont pas sales? Qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce que vous voulez encore? Le paradigme a changé aujourd'hui parce que l'homme réclame l'amour envers la femme. C'est impossible. Oui. La femme va vous aimer comment? La femme, elle n'a pas le droit même d'aimer l'homme. Elle est pas là pour C'est vous interdit. aimer. c'est Elle est là pour être interdit. soumise et puis c'est... Elle est là pour être soumise et c'est tout. Et la soumission maintenant... Soumise, il va amener, vous avez évoqué les éléments. Pour qu'elle soit soumise, il faut que vous, l'homme, vous l'aimez donc. Oui. Dans l'amour que nous on réclame chez les femmes, c'est nous qui devons plutôt aimer les femmes. D'accord. Et aimer la femme, ça passe par quoi? Être responsable, être celui-là qui rentre à la maison tôt, être celui-là qui soit à la maison avec sa femme, être celui-là qui fait les cadeaux, être celui-là qui est attentionné, D'accord. être celui-là qui prend les informations de son époux de chaque fois, être celui-là qui organise le foyer à la maison. Mais il y a des hommes aujourd'hui qui sont d'abord grincheux, qui sont irresponsables, qui sont sales, qui sont violents, mais ils disent à la femme d'être soumise. Quelle soumission? Elle ne peut pas, une femme ne peut pas être soumise dans ce contexte-là. D'accord. Il faut que les hommes fassent leur travail dans le foyer. Oui. De manière globale, lorsque vous voulez une relation amoureuse sérieuse, Donc on peut parler de ça. ne avec réclamez deux pas autres l'amour à une jours. femme, ça ne vous servira à rien, ça ne vous donnera pas de l'argent. En état d'ébriété et demandez à votre femme d'être soumise parce que vous n'êtes pas sérieux. Mais bien sûr. D'accord. C'est ça le véritable problème en fait. Quand les hommes dans la société camerounaise vont commencer à jouer leur rôle dans la relation, Oui. et quand ils vont commencer à savoir que la soumission de la femme, ce n'est pas de l'esclavage, les choses vont aller sans problème en fait. D'accord. On a des hommes qui pensent qu'être soumise, ça veut dire que la femme est une esclave. Regardez la manière avec laquelle... C'est pas qu'on est en train de prendre un parti. On présente les responsabilités en fait. Et pour dire pourquoi aujourd'hui c'est grave, on n'est pas en train de dire que les hommes sont mieux, les femmes sont mieux. Mais on dit parce que le paradigme aujourd'hui a changé. De manière globale, lorsqu'on se met en couple avec une femme, on n'attend pas l'amour de cette femme-là. Oui. Encore que ça ne vous servira à rien. Bon, une femme vous aime, ça augmente. Quand il va aller dans mon compte bancaire à la fin du mois, ça va augmenter quoi? Ça change quoi dans mon compte bancaire? Est-ce que ça me donne les éloges à la chefferie? Est-ce que je vais m'asseoir, je vais quitter de notable 7 à notable 9 parce que telle femme même? Ça ne change absolument rien de manière globale dans ma vie sur une femme même. Ce que je veux, c'est qu'elle soit soumise, c'est qu'elle comprenne ma philosophie, qu'elle avance comme je dis et qu'elle se contemple du peu que moi j'ai. Lorsqu'une femme a tout ça, c'est tout. Et quand en retour également, vous lui donnez ce qu'elle attend. Vous l'aimez, la femme a besoin d'amour. Les femmes méritent beaucoup d'amour parce qu'elles sont fragiles. Merci. Les hommes doivent comprendre ça ce matin. Le jour où les hommes doivent faire ce rôle-là, on aura de moins en moins les violences dans la société camerounaise. Vous réagirez, Judas Sedjo. Évangile selon Saint Ivan Amélie ce matin. On va écouter un reportage de Joël Akumba qui revient avec beaucoup de réactions de Camerounais sur ce qui peut justifier, au sens des déclarations de ces Camerounais, les violences faites aux femmes, les féminicides visibles au Cameroun. On écoute et puis on revient pour apporter encore plus de solutions sur la question. Reportage de Joël Akumba sur Horizon Midi, Horizon 3 Télévision. Les violences faites aux femmes à l'honneur. Ce 25 novembre 2024, les associations de protection des femmes se mobilisent pour lutter contre les violences faites à ces femmes. Pour ces acteurs, les raisons de ces violences peuvent être de l'ordre des inégalités et même de la précarité. Le problème des inégalités du genre qui s'opposent, l'inégalité de pouvoir. Parce que l'homme veut toujours assouvir son autorité, son pouvoir, ce qui fait que lorsqu'il n'a pas une femme, comme on dit, soumise, il se retrouve parfois à ne pas se maîtriser.
à ne pas maîtriser sa colère, ou se retrouvent dans des situations de couple avec un niveau de précarité élevé et surtout sous la dépendance de leur partenaire. Donc ce qui explique toujours elles aient ce sentiment d'être en prison, de ne pas avoir d'autres alternatives pour pouvoir échapper à leur bourreau. Pour d'autres encore, il faut aller chercher ces raisons dans l'infidélité. Il y a aussi l'adultère. Quand une femme n'est pas fidèle à son homme, il y a les hommes qui ne supportent pas ça. Peut-être tu peux lire dans le téléphone, tu peux prendre le téléphone de ta femme et voir les messages d'un autre gars dedans. Et les hommes ne supportent pas, ils peuvent mettre main sur la femme. Fort heureusement, pour certains Camerounais, les violences faites aux femmes constituent des actes indignes vis-à-vis de ces dernières. Je crois que c'est quelque chose qu'il ne fallait pas autoriser dans la société. Parce que la femme est d'abord la mère de l'humanité. Et je ne crois pas qu'il faut violenter la femme. Malgré les efforts ou les sensibilisations, les acteurs de défense des droits des femmes estiment qu'il y a encore beaucoup à faire. Nous n'avons pas vraiment des psychologues qui travaillent gratuitement et parfois ces personnes, ces victimes, n'ont pas de moyens financiers pour pouvoir vraiment payer cette prise en charge psychologique dont elles sont livrées à elles-mêmes. Il y a de la sensibilisation, mais pas assez. Il y a de la prise en charge, mais pas assez. Et les moyens mis à la disposition des acteurs de terrain que nous sommes ne sont malheureusement pas encore suffisants pour effectuer des travaux d'envergure pour aider davantage les femmes à se sentir sûres d'elles, à se sentir à leur place dans la société. C'est donc une lutte perpétuelle que livrent les défenseurs des droits des hommes et précisément en faveur des femmes violentées qui méritent d'être faites pour rétablir la dignité et la place véritable de la femme dans notre société. Reportage réalisé donc à l'occasion du lancement de ces 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, violences faites aux femmes. On a beaucoup insisté sur les violences physiques, Julien Job. La question finalement, c'est ce type de concertation, ce type de rencontre. Chaque année, on lance des événements pareils, on organise des périodes où on sensibilise les uns et les autres sur les violences basées sur le genre. Mais ce qui nous frappe, lorsqu'on a vu ce reportage, c'est qu'il n'y avait que des femmes. Bon, la plupart des participants étaient des femmes. Est-ce que ce sont les femmes qu'on doit sensibiliser? C'est une très bonne question. C'est peut-être sur le désir d'être complètement indépendante, peut-être dans ce sens-là. Mais je suis d'accord que c'est plutôt l'homme qu'il faut sensibiliser. Je maintiens qu'il faut identifier les niveaux de violence. Il y a une première violence qui est verbale. Et dans cette violence-là, c'est la femme qui excelle. Ça aussi, il faut le dire. Ensuite, il y a une violence qui est physique. On reconnaît les hommes qui s'illustrent par des pratiques peu commodes. Mais il faut également noter que nous sommes dans une société bantou. Une société bantou où les femmes ont tendance à importer des comportements des Occidentaux. Aujourd'hui, moi personnellement, j'ai vu des situations où vous n'avez pas dit un mot ou deux mots qu'une femme vous a giflé. Et elle expecte que vous restiez les bras croisés, la regarder, et puis ça va, comme on dira que vous vous maîtrisez. C'est pas bien grave, vous vous êtes maîtrisé et puis ça va, ça sort. Jamais. La société bantou, lorsqu'une femme vous gifle, c'est coup pour coup, vous la corrigez. Et dans cette correction-là, il peut arriver justement qu'on soit dans un cas de confusion totale où on pense que l'homme est violent. Non, il défend son intégrité de bantou. Vous donnez une gifle, est-ce que c'est pas, pas très grave? Comment est-ce qu'on peut pas arriver à ce niveau? Elles occidentalisent, elles importent des comportements. Vous n'avez pas dit deux mots, qu'elle est déjà sur vous, elle arrive, elle vous cravater. Et des situations comme ça, même moi qui vous parle à la télé, à chaque fois que je les ai vécues, j'ai dû remettre une bonne dose de correction dans la tasse. Je vous le dis en toute franchise. Non, je vous le dis en toute franchise. Je suis un bantou. Enfin, chaque fois qu'une femme a eu, a essayé, peu importe ce qui est à l'origine, peu importe ce qui a été à l'origine, moi personnellement, à chaque fois qu'une femme a essayé de m'atteindre physiquement, j'ai dû la corriger. Je le dis en toute franchise. J'ai dû la corriger. Maintenant, je le dis et je maintiens encore, Yvan l'a dit, l'homme n'a pas besoin que sa femme l'aime. Ce qu'il veut, c'est la soumission de la femme. En revanche, il doit donner de l'amour à sa femme. Je reconnais que le manque d'amour peut pousser une femme à devenir agressive. Moi, l'impression d'être mal aimé, ou pas aimé, peut augmenter en elle le sentiment de violence. Sauf que les femmes se trompent également sur leur baromètre, leur mesure de l'amour. Un homme peut vous aimer profondément, très profondément, mais pas par la manière avec laquelle vous souhaitez qu'il vous aime.
C'est là où on fausse souvent l'appréciation. Vous êtes parfois sûr qu'un homme ne vous aime pas, qu'il vous aime de toutes ses forces. Mais vous souhaitez qu'il vous aime d'une autre manière qu'il ne peut pas. Parce qu'il n'a pas reçu ce type d'amour et donc il ne peut pas le donner. Son amour, c'est dans son cœur. Il sait ce que vous plantez pour lui. Il pose quelques actes qui vous poussent à comprendre qu'il vous aime. Vous devriez pouvoir vous en contenter. Ne demandez pas à quelqu'un ce qu'il ne peut pas donner. Il vous aime profondément, mais pas avec la manière que vous souhaiteriez. C'est une parenthèse, Jordan. Oui. Pour terminer, Julien Sergio. Un homme doit de l'amour à sa femme. La femme doit la soumission à son homme. Qui commence quoi? Là, il y a souvent un débat énorme. Une femme vous dira, traite-moi comme une reine, je te traiterai comme un roi. Moi, je dis non. Tu me traites comme un roi et j'envisage la possibilité de te traiter comme un roi. J'envisage. Ne riez pas. Julien Sergio. Moi, je reste bantou. Je suis conservateur. Je refuse de m'occidentaliser. Vous me traitez comme un roi, c'est inconditionnel. Mais est-ce que le fait après, pour vous de traiter une femme comme une reine, ce n'est pas l'illustration de ce que vous l'aimez, Julien Non, mais Sergio. écoutez. Yvan Ramenia a été clair. Vous avez vos responsabilités. J'acquiesce ce que Yvan a dit. Yvan a été extraordinaire, magistral. Oui. C'est l'idéal pour la société. J'ai même dit évangile selon Yvan. Tout à fait, mais c'est l'idéal pour la société. Oui. Ce que Yvan a dit est idéal d'ailleurs. D'accord. J'ai vu beaucoup de maturité dans ses déclarations. Oui. Que j'ai d'ailleurs aimé. Mais je vous dis, tenez compte des spécificités également. Oui, Ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal vraiment. Maintenant, il se trouve qu'on est en Afrique, dans nos réalités, en contexte bantou. Je dis, je maintiens, moi, mon paradigme. Ce que je voudrais, c'est qu'une femme me traite comme un roi et je m'assure du reste. J'assure le reste. Traitez-moi comme un roi, traitez-moi comme un roi et vous vous sentirez traité comme une reine. Ne m'imposez pas votre vision de la reine à vous. Ça, c'est clair. C'est là où on ne se comprend pas souvent. C'est à l'homme d'imposer ça. J'ai ma vision de la reine et Yvan a dit quelque chose. Mais si que votre vous m'aimiez ne correspond pas que vous à ce que votre femme estime. Ça donne ce que ça donne très souvent, on se sépare, il n'y a pas de problème. La vie continue, chacun finira par trouver effectivement l'élément qui va avec lui. Je sors par là rapidement. Yvan est revenu là-dessus, où il parlait de... J'espère que je n'ai pas oublié. Bon, j'ai oublié, je reviens certainement là-dessus demain, c'est pas bien grave. D'accord. En tout cas, vous répondrez également à la question tout à l'heure sur ce que peuvent faire finalement les autorités, même les organisations de la société. Voilà, beaucoup insisté sur le rôle que doivent jouer les femmes et les hommes pour que les violences s'estompent un peu. Et dans l'avenir aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait qu'on aille peut-être vers l'insertion dans nos programmes à l'école des modules liés à la sensibilisation des enfants sur les dangers de la violence, etc. Ce que le gouvernement peut faire effectivement. Justement, ça sera une bonne mesure, mais sauf que pour éradiquer le mal, il faut revenir à la racine, au niveau des familles, que ça doit débuter en fait. Donc le parent, je le reprécise encore, qui a l'habitude de dire à sa fille, voici comment la bonne fille doit se comporter et autres, on doit également retransmettre le même discours aux garçons. Demain, tu es appelé à te marier, voici comment on se comporte. On formait, à l'époque, les parents formaient les enfants avant le mariage. On vous apprenait les habitudes, les attitudes à adopter dans un foyer. Mais aujourd'hui, vous avez des femmes qui ont plus de 25 ans, qui sont incapables de tourner le couscous, par exemple. Non, c'est un problème. C'est un problème dans la société africaine aujourd'hui. Il y a des hommes qui sont mariés aujourd'hui au Cameroun. Il y a des hommes qui sont mariés. Vous voyez un homme qui se marie, il avait par exemple 50 kilogrammes. Il s'est marié après, il a 35 kg. C'est un problème. Non, c'est un problème. Lorsqu'on se marie, il doit y avoir une différence entre vous et un célibataire. Ça veut donc dire que vous êtes à l'abri de beaucoup de choses. Vous ne pouviez pas, étant célibataire, manger dans des tours d'eau, dans des bénétariats, et vous vous mariez, vous mangez encore dans les mêmes tours d'eau, les bénétariats. C'est impossible. Vous avez une femme qui est là, elle doit préparer les bonnes choses pour que vous mangez également. Parce qu'un homme qui a une mauvaise alimentation, il est également un homme violent. C'est automatique, mais plus quand il se réveille le matin, il ne voit pas d'abord ce qu'il va manger. Et il y a des maisons également où on mange toujours la nuit. Vous partez à 19h, on est toujours dans la cuisine. Non, les femmes doivent s'organiser. La femme doit savoir qu'aujourd'hui, même si la société s'est modernisée, la femme ne doit pas s'éloigner de son africanité, de son ancestralité. La femme africaine doit connaître faire la cuisine. C'est une obligation. La femme africaine doit savoir que quand mon mari est au salon avec ses amis, c'est si mon mari m'invite avant que je le rejoigne au salon avec ses amis. Mais il y a des femmes que vous êtes au bureau, au salon avec vos collègues, vous êtes en train de parler des affaires stratégiques. Elle sort de la chambre, elle vient d'être mise, elle s'assoit aussi, elle parle. Maman, qui vous a invité? Il y a tout ça. On doit rééduquer encore les femmes et on doit également rééduquer aussi les hommes pour que la situation en fait puisse s'améliorer. Parce que le mal
être très pire. Et les femmes doivent arrêter d'être assez exigeantes. On ne pouvez pas dire un homme, il doit avoir l'argent, il doit être chaud, il doit être beau, il doit être parfumé. Et c'est encore lui qui le soit encore, doit avoir encore l'énergie qu'il faut pour assurer même là-bas. C'est impossible. Oui. Les femmes doivent se contempler du peu qu'elles trouvent en fait. Mais nous sommes dans une société où les femmes sont extrêmement exigeantes. Il y a des matins, vous sortez de la maison, une femme vous dit... Oui. Il y a des hommes au Cameroun que lorsqu'ils sortent le matin à 7 h pour aller au travail, il y a des femmes qui leur disent que j'espère que comme tu pars là, le soir tu auras les 50 000 que je t'ai demandé là. Elles vous disent ça le matin à 7 h. Oui. Émotionnellement d'abord, ça vous traumatise d'abord. Il y a la pression à la haine. Mais si on arrivait à ce niveau de discours, et l'espérance, ça veut dire qu'à la base, il y a eu des choses qui n'ont pas été bien faites. C'est-à-dire, pourquoi votre femme vous parle comme ça veut dire qu'à la base, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été bien faites. Une femme ne doit pas mettre un homme à l'épreuve. Oui. Ce n'est pas... Le mariage n'est pas... C'est pas le concours. C'est pas un concours. Oui. C'est pas l'OBC. Elles doivent savoir qu'en fait, on doit s'adapter au rythme de l'homme. Je le précise encore. Ce n'est pas l'homme qui adopte la politique de la femme dans la relation. C'est la femme qui adopte votre politique. De l'homme. Oui, bien sûr. C'est la raison pour laquelle, même quand une femme... Même il y a des métiers où... Même quand les femmes travaillent, pour qu'elles aillent en mission, quand elles sont mariées, on demande l'autorisation du mari. D'accord. Bien sûr, même si elles travaillent. Il y a des métiers où on demande l'autorisation du mari. Est-ce que votre femme peut voyager? Mais il y a des hommes qui refusent. Ils sont dans leur droit et c'est normal parce qu'il faut également penser à l'avenir des enfants. Dans ce job, le gouvernement camerounais, on en parle beaucoup. Les organisations de la société civile, est-ce que si les explications données par Yvan ce matin, les familles se comportaient bien, on aurait même eu besoin d'organiser ces journées d'activisme pour éradiquer les violences basées sur le genre? Non, enfin, les journées sont organisées pour nous donner l'occasion de parler. Oui. C'est tout. C'est pas comme si on attendait que demain, ça revient à résorber le problème des violences conjugales. Non. Moi, je pense que ce qu'il y a à faire, c'est... si vous voulez rebâtir une société où la femme connaît sa place et l'homme connaît son rôle. Oui. C'est une question de place et de rôle. Je ne dis pas que la femme est faite pour être au foyer, à la cuisine. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que la femme doit comprendre qu'on n'est pas un sexe. Nous ne sommes pas des sexes égaux. Il y a bel et bien le sexe faible et le sexe fort. Tout ça a un sens. Même si on convoque les Saintes Écritures, il est clair que l'homme est celui de qui dériva la femme. Et donc, à un moment donné, qu'elles arrêtent un petit peu cet orgueil inutile, cet affront absolument nécessaire pour montrer aux autres qu'elles sont des grandes dames, et qu'elles comprennent qu'en fait, elles sont des femmes. Et une femme, ça reste une femme. C'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un d'affectueux, c'est quelqu'un qui sait qu'il a besoin, quelqu'un qui sait qu'elle a besoin d'être protégée. Et pour être protégée, on se soumet, pour permettre à celui qui est plus fort de mieux vous couvrir. Tant qu'on n'a pas ce paradigme-là, tant qu'on n'a pas ce modèle de société-là, et qu'on continue de nous vanter ces concepts importés d'égalité de sexe et l'émancipation de la femme, on vivra toujours ces querelles conjugales qui aboutissent aux violences conjugales qui malheureusement peuvent provoquer le pire. Non, il faut repenser la société africaine en identifiant clairement le rôle de la femme et le rôle de l'homme et la place de la femme. Merci, merci. À vous, Julien Sedjob, pour ces explications. Merci beaucoup. Yvan Amignon, on espère qu'elles sont nombreuses les femmes qui nous ont écoutés ce matin, qui sont nombreux les hommes qui nous ont suivis. En tout cas, les réseaux sociaux, à travers les commentaires des Camerounais, nous diront si le message est passé. On espère qu'il avait effectivement été entendu. Cette émission sera beaucoup rediffusée parce qu'on a beaucoup dit des choses ce matin. On va prendre ces dernières informations sans transition, mesdames et messieurs, pour évoquer l'actualité autour de la 3e fête de la banane plantain. Et il faut dire que la filière banane plantain du Cameroun veut se mettre en accord avec le Conseil national des chargeurs du Cameroun en abrégé CNCC. Cette institution et la filière banane plantain du Cameroun vont signer le 6 décembre prochain un accord, une convention de partenariat. L'objectif de cette convention, qualifiée de gagnant-gagnant par les organisateurs de cet événement, vise entre autres à favoriser les différents mécanismes pour l'exportation de la banane plantain vers l'extérieur. Il faut préciser que le Conseil national des chargeurs du Cameroun est une institution créée depuis plusieurs années déjà, 1979 plus précisément, pour défendre les intérêts des chargeurs camerounais et favoriser une bonne organisation du commerce international. Hier, lundi 25 novembre 2024, Tony Obam a rencontré le directeur du Conseil national des chargeurs du Cameroun, Auguste Mbappé, par rapport à cette convention qui est censée se signer le 6 décembre prochain. On reviendra évidemment sur ce sujet. Ce sera pendant évidemment le rendez-vous, la 3e
fête de la banane plantain qui sera suivie sur nos antennes Horizon 3 Télévision. Voilà la dernière information sur ce rendez-vous. Information avec laquelle on met un terme à cette émission Horizon Midi. Yvan Amélie, merci d'avoir été avec nous sur le plateau ce matin. Okay, merci Jordan Fomekon et merci également à Julien Arcel Job, merci également à tous les téléspectateurs. En même temps, la date d'aujourd'hui, c'est une grande date pour moi, donc je profite également pour remercier encore tous les téléspectateurs, remercier aussi le groupe de médias Horizon 3 parce que c'est le 26 novembre 2021 que j'entrais officiellement au groupe de médias Horizon 3, le média qui m'a tout donné parce qu'il faut également être reconnaissant dans la vie. C'est un média où j'ai pu gravir les échelons. Juste atteindre celui malgré le rédacteur en chef. Malgré mon jeune âge, puisqu'après on ne se prend pas la tête et autres. C'est un média où on n'a pas dit que c'est parce que tu es originaire de telle région et autres. C'est un média où il y a le vivre ensemble, il y a l'intégrité nationale également. Donc c'est un jour également pour moi où je remercie également toutes ces personnes-là qui m'ont accepté, ils m'ont donné également cette confiance. Donc merci également au directeur Julio Arcel Job, qui est l'un de mes mentors. Merci également à Reine Christelle Tignen, qui est la directrice générale des médias, parce qu'elle a continué également dans cette même dynamique. Merci à tous les téléspectateurs également. C'est un grand jour pour moi également. Merci. Yvan Amélie, ça veut dire que la nature même a voulu que vous soyez sur le plateau ce matin pour adresser ces remerciements. Merci à vous d'avoir été avec nous sur le plateau. Ça fait plaisir de vous avoir sur Horizon Midi. Julio Arcel Job, merci. Merci Jordan, merci à Yvan Amélie qui a une très bonne mémoire. C'est effectivement le 26 novembre 2021 que je l'officialisais à cette époque. Aujourd'hui, c'est un grand garçon, il a grandi. Vous avez donné la chance à un jeune Camerounais. Vous vous souvenez d'ailleurs de ces moments où il lui arrive de me clasher même. Il a grandi, c'est un jeune garçon. Les relations entre les hommes ne sont pas faites que... Voilà. Non, ça prouve justement qu'il a grandi. Ça prouve qu'il a grandi. Donc c'est un plaisir, c'est un plaisir. Et on espère que les Yvan Amélie, les Fomekon et tout ce monde-là, il y en aura beaucoup encore. C'est l'occasion pour moi de donner un rendez-vous particulier ce soir à nos téléspectateurs. C'est moi qui serai à la commande de l'émission Horizon Soir. À tout à l'heure. Oui, nous la suivrons de très près. Pas que nous la suivrons, mais nous serons à tant que téléspectateurs. On a regardé. Merci. On n'a pas la qualité de le suivre de très près. Ce que vous faites, merci beaucoup. En tout cas, la bonne humeur pour vous d'ici, la confiance se plaçant à la jeunesse, ça fait plaisir. Ce sont les choses qui ne sont pas visibles partout au Cameroun. Lorsqu'on a la chance de nous exprimer avec autant de liberté, ça fait plaisir. Liberté d'ailleurs qui est un élément fondamental qui consacre le socle de ce métier. Merci à toute la grosse équipe de production qui nous a accompagné. Nicolas Besseleux qui nous fait de gros signes. On dit merci à Eric Zikonguer, Récit Vongoulou, merci à Eugène Tignier, merci également au directeur général des médias Horizon 3 Télévision, François Dubin, coordination centrale. On se retrouve demain avec le même plaisir. Mesdames et messieurs, nos programmes se poursuivent. Bonne journée à vous sur nos antennes Horizon 3 Télévision. Horizon 3 Télévision, l'ouverture sur le monde. Situé en plein cœur de la ville d'Edéa, dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral, le centre de formation Together Weekend vous offre l'opportunité de vous faire former gratuitement dans les métiers des technologies de l'information et de la communication, à savoir bureautique, infographie, e-commerce, montage vidéo,
maintenance informatique, mindset, réarmement moral et coaching. Dans de l'honorable François Biba, président de l'association éponyme, ce centre dispose d'équipements à la pointe de la technologie qui vous garantissent des formations compétitives et adaptées aux exigences de la modernité. Population d'Edea, de Dizangué, de Puma, de la Tibamba, de Masok Sonloulou, de Mwanko, de Ndom, de Ngambé et de Ngouaïmasok. N'hésitez pas à saisir cette belle opportunité qui s'offre à vous. Pour bénéficier dès aujourd'hui de ces formations, une seule adresse, le centre de formation gratuit au métier des TIC Together Weekend pour un développement inclusif et un avenir radieux. Infoline 697 95 61 91 682 18 41 01 696 12 59 82. Together Weekend, Charity and Love. Sous le très haut patronage du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, 3e édition de la fête internationale de la banane plantain. Ne manquez pas l'événement de l'année en Afrique centrale. Rendez-vous les 7 décembre au complexe sportif de Japoma à Douala et le 14 décembre au complexe sportif d'Olembe à Yaoundé dès 9h. Découvrez 800 stands, des expositions ventes, 10 ateliers, 2 symposiums, des rencontres B2B et des activations terrain. À 17h, assistez à 2 concerts avec des artistes nationaux et internationaux. Et à 20h, Cameroun, c'est parti. Vivez des matchs de gala de football en aller et retour entre les anciens lions indomptables, 5 fois champions d'Afrique, et les légendes brésiliennes, 5 fois championnes du monde. Pour 28 millions de Camerounais, seulement 110 000 tickets disponibles. Achetez vos billets dans les points de vente Premier Bet et Royal des Jeux du Cameroun à Aqua, près de City Sport. Bonabéry, marché du rail. Nkoulouloun, marché Nkoulouloun. Vogada, Carrefour Pakita. Madagascar, Feu Madagascar. Mendon, face Fokou Mendon. Bafoussam, Carrefour Robège, face Boulangerie Conjoncture. Bouddha, Hôtel Universel, face CCA. Berthois, Hôtel Universel, face Grande Total. Kribi, Fan Mabe, avant le stade. Passe tribune présidentielle, 50 000 francs CFA. VIP, 30 000 francs CFA. Classique, 20 000 francs CFA. Et virage, 10 000 francs CFA. Événement à guichet fermé. La FBPC au service de la SND 30. Plus d'infos sur www.filièrebananeplantain.com. Horizon 3, radio et télévision vous ouvre en exclusivité planétaire les portes du monde de la filière banane plantain du Cameroun et du football avec la grande fête internationale de la banane plantain 3e édition. Vivez en intégralité tous ces meilleurs moments au cœur de ce grand événement de promotion de la filière banane plantain du Cameroun et du sport. Vivez en direct sur nos antennes ces événements au complexe sportif de Japoma à Douala du 4 au 8 décembre avec en apothéose, le match aller Lions indomptables du Cameroun, Seleção du Brésil, le 7 décembre au stade de Japoma et du 9 au 15 décembre au complexe sportif d'Olembe à Yaoundé avec en apothéose le match retour Ancienne Gloire Cameroun-Brésil le 14 décembre 2024 au stade d'Olembe. Vivez ces instants magiques avec ces anciennes gloires du football. Samuel Eto'o, Roger Mila, Patrick Mboma, Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos et bien d'autres encore. Événement diffusé en direct et en exclusivité sur les antennes d'Horizon 3 radio et télévision. Under the high patronage of the head of state, His Excellency Paul Biya, you are invited to the 3rd edition of the International Plantain Festival. Take the appointment on December 7 at the Japoma Sports Complex in Douala and on December 14 at the Olembe Sports Complex in Yaoundé from 9 a.m. Discover 800 stands, sales exhibitions, 10 workshops, 2 symposiums, B2B meetings, and field initiatives. At 5 p.m., you will be served concerts featuring national and international artists. And at 8 p.m., enjoy a back-and-forth gala football match between the former Indomitable Lions, 5 times African champions, and the Brazilian Legends, 5 times world champions.
For 28 million Cameroonians, only 110,000 tickets are available. Buy your tickets at the sales points of Premier Bet at Royal des Jeux du Cameroun, Aqua, beside City Sport, Bonaberry, Marché du Rail, Nkululun, Marché Nkululun, opposite Pharmacie du Rail, Vogada, Carrefour Pakita, Madagascar, Feu Madagascar, Mendong, opposite Foku Mendong, Bafoussam, Carrefour Auberge, opposite Boulangerie Conjoncture, Bouddha, Hôtel Universel, opposite CCA Bank, Bertois, Hôtel Universel, opposite Total Petrol Station, Kribi, Fanmabe, opposite the Stadium. Presidential stand 50,000 CFA francs, VIP 30,000 CFA francs, Classic 20,000 CFA francs, and Corners 10,000 CFA francs. A sold out event. FBPC at the service of the NDS 30. For more information, visit filièrebananeplantain.com.